Merci d'être là sur un thème qui est un thème extrêmement important, en particulier pour les entreprises de 007. Laurence, qui est là, vous expliquera ce que c'est que 007. Mais surtout, un immense merci à Antoine Ténière, qui est le président de la French Care et le directeur général de Paris Santé Campus, qui nous permet de bénéficier de cet amphithéâtre, qui est un endroit quand même assez magique et qui incarne quand même les valeurs d'innovation que le président de la République veut pour la France. J'espère que le décalage entre la volonté politique et la gouvernance du système faite par les administrations se résoudra, parce que quand on voit le PLFSS à l'heure actuelle, on est dans un état proche, je ne sais pas si j'hésite entre forfaiture et schizophrénie. Voilà, j'ai lancé ma flèche. Je passe tout de suite la parole à Antoine. Et vraiment, encore une fois, merci Antoine. Merci beaucoup Olivier, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à Paris Santé Campus. Alors je ne vais pas rebondir sur le PFSS parce que vous savez que je n'en suis pas rédacteur ni commentateur, mais me concentrer sur le sujet qui reste extrêmement important que vous abordez aujourd'hui et qu'on partage, puisque ça fait partie des enjeux de Paris Santé Campus. Vous le savez, Paris Santé Campus, c'est cet écosystème autour de l'innovation en santé et plus particulièrement de sa transformation numérique qui a vocation à créer un rassemblement d'acteurs sur un site dans lequel on vous accueille aujourd'hui, mais au-delà de ça, une dynamique qui est coordonnée avec les écosystèmes d'innovation territoriaux à travers la France pour arriver à accélérer encore, parce que c'est nécessaire, toute la transformation numérique du système de santé. Et donc sur ce site, vous avez derrière moi et devant vous des chercheurs, des étudiants qui sont les compétences de demain, des startups, des entrepreneurs, des industriels, des institutions, des patients et la société qui participent justement à imaginer, comprendre quels sont les enjeux et participer à l'évolution du système de santé. Alors la transformation numérique, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse de façon spécifique? Comme d'autres secteurs, les médias, la musique, les transports, la communication, la santé ne fait pas exception. La petite différence, c'est que la santé est peut-être un peu plus régulée que d'autres, ce qui est la préoccupation aujourd'hui d'Olivier, on l'a bien noté. Et un des enjeux, c'est d'arriver à penser avec cette dimension globale, comment est-ce que on va actionner toute une chaîne de valeurs et d'acteurs pour faire en sorte que de l'idéation à l'usage, on puisse avoir une fluidité qui permet de garantir que l'innovation émerge, qu'on peut la faire grandir, qu'elle va se transformer en création de valeur scientifique et économique, qu'elle va répondre à des besoins ou des problématiques des patients, des usagers, de la société au sens large, et qu'in fine, elle va trouver sa place dans le quotidien des Français et de façon plus générale des populations. Donc c'est un enjeu absolument essentiel et qui est encore plus important parce qu'on est dans une situation où finalement cette innovation, elle s'accélère de façon exponentielle. Et donc la nécessité de coordonner les cycles d'innovation tout en les favorisant, et ça va être un des sujets de la table ronde aujourd'hui, de coordonner ces cycles d'innovation et ces cycles de régulation et ces cycles d'usage, elle est absolument essentielle si on veut faire en sorte que on n'ait pas un système désynchronisé qui génère beaucoup d'innovation, mais qui, in fine, ne change pas énormément. Et on a besoin justement d'amener cette innovation au contact du terrain, au contact de chacun. Alors on a aussi, je ne sais pas si je peux dire la chance, mais en tout cas l'opportunité d'avoir des moments qui font bouger ces choses-là. Et le moment qui a fait bouger ces choses-là récents, c'est un moment qui a été compliqué pour tout le monde, mais qui a aussi, il faut bien qu'il y ait quelques avantages des intérêts, c'est la crise Covid. Sur le numérique et en santé, ça a été un accélérateur assez fascinant, avec des mouvements de balancier, bien sûr, et avec des complications, bien entendu. Mais sur un certain nombre de points, on s'est retrouvé à mettre en place des systèmes d'information, des stratégies numériques, de la transparence sur la donnée, des régulations en un temps qui est très court, avec beaucoup d'efficacité, alors que c'était des choses qui étaient planifiées auparavant sur
plusieurs années, avec de la concertation, avec de la recherche de financement, avec des aspects techniques, etc. Que ce soit pour la recherche, que ce soit pour le soin ou que ce soit pour l'enseignement. Je me rappelle très bien de la discussion dans les universités sur la dématérialisation des enseignements. À partir du moment où la crise Covid est arrivée, il a fallu le mettre en place du jour au lendemain pour tous les étudiants. Et c'est la même chose pour la construction des systèmes que vous connaissez comme CIDEP, pour la mise en place des passes sanitaires, pour la mise en place de beaucoup d'autres éléments, qui fait qu'aujourd'hui, le numérique en santé a moins de secrets, il y en a encore quelques-uns, pour la population à travers justement la consultation de résultats sur un smartphone, la prise de rendez-vous en ligne, la téléconsultation, etc. Donc tout n'a pas été résolu, mais il y a eu un effet d'accélération très fort. Et il faut, à travers justement les actions de Paris Santé Campus, à travers vos réflexions, que ce mouvement il se pérennise et qu'il ne soit pas des à-coups à chaque fois qu'il y a une difficulté ou des situations comme la crise Covid et qu'on soit capable de maintenir cette dynamique. Donc c'est vraiment essentiel. Cette réflexion que vous allez avoir sur à la fois les défis de l'innovation et les enjeux d'accompagnement, elle est absolument centrale. Et je serais ravi de vous retrouver à la fin de cette réflexion pour venir faire quelques grandes lignes de conclusion. Et j'espère que dans l'intervalle, comme le disait Olivier, le lieu et l'environnement seront bénéfiques et seront l'objet de réflexions que j'espère fascinantes. Voilà. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Antoine. Alors, on va appeler la première table ronde maintenant. Je vais appeler tout de suite Laurence Demougin, qui est membre fondateur de 007, qui est consultante santé maladies rares, Muriel Dahan, qui est personnalité qualifiée du CSIS. C'est un travail magnifique. Je voudrais qu'il en reste beaucoup de choses. Et je crois qu'on est tous dans cette salle. Il y avait des ouvertures qui étaient extraordinaires. On peut se répartir, hein? Oui. Normalement, on est presque à la parité. Donc, on essaye, on y tend. Gérard de Pourville, donc, qui est professeur d'économie à l'ESSEC. C'est cornélien, c'est cornélien, mais c'est comme ça. Gérard Raymond, qui est président de France Asso Santé. Ah bah. Marc Ménadier, qui est président de Santé Neuve, donc qui est le cluster de la Bourgogne. Vous savez combien la Bourgogne est chère à mon cœur, pour des raisons quasi génétiques d'ailleurs, et œnologiques, je l'avoue aussi, et qui est également le doyen de la faculté de médecine de Dijon. Donc je suis quelque part, c'est grâce aux prédécesseurs de Marc que j'ai pu obtenir, je ne sais pas comment ils ont fait pour me le donner d'ailleurs, mais enfin, mon doctorat. Et puis Stanislas Sionnet, qui est directeur à l'Institut Imagine. Stanislas, je vous en prie. Et je vais passer tout de suite la parole à Laurence Demougin. D'abord, ce serait bien que tu nous rappelles un peu ce que c'est que 007. On avait choisi ce sigle, cet acronyme. D'abord, ce n'est pas 007, normalement c'est OO7, puisque c'est Orphan Organization 7. Mais on trouvait qu'il y avait 7 fondateurs. Il y avait un côté, comment dire, très dynamique dans la volonté de tous les fondateurs. Et ça faisait un moyen mnémotechnique assez sympathique pour qu'on s'en rappelle. Et d'ailleurs, on est assez content parce que les dépêches APM, en ce qui nous concerne, nous citent à chaque fois de manière répétée. Donc, ça prouve qu'on a réussi notre objectif. Tu peux nous rappeler ça et tu peux nous rappeler aussi la définition de la vallée de la mort vue par les entreprises de 007. Merci Olivier. Alors, oui, merci d'abord de nous avoir réunis il y a 3 ans, ce groupe de 7 responsables d'entreprises qui s'est regroupé donc sous ce sigle Orphan Organization 7. Donc en fait, il y a 3 ans, on s'est tous réunis à ton initiative parce que tu t'étais rendu compte que nous avions tous la même problématique, que nous avions tous les mêmes enjeux et que ces enjeux étaient liés à la typologie de nos entreprises. Donc c'est peut-être ça que je peux rappeler en premier. Qu'est-ce qui nous caractérise dans ce groupe? C'est un groupe d'entreprises qui sont à la fois fortes et fragiles. Fortes parce qu'elles sont fortes d'une recherche et d'une innovation importante. Elles amènent chacune un produit, une solution thérapeutique, à chaque fois dans le domaine des maladies rares,
c'est-à-dire un domaine où des entreprises qui partent avec une preuve de concept peuvent arriver en étant monoproduits à faire un développement parce que c'est un champ sur lequel elles peuvent agir en tant qu'entreprise émergente. Donc ça, c'est une caractéristique de nos entreprises, forte de cette recherche et d'un niveau d'investissement et d'implication dans la recherche en France, puisque nous avons en France de très bonnes structures académiques, un système de soins très avancé, un système maladie rare fort de ses plans maladies rares, donc un terreau très fertile pour ce travail de recherche. Ça, c'est leur force. Et puis, ce sont des entreprises qui se caractérisent en parallèle par leur fragilité, parce que, vu leur structure, ce sont des entreprises monoproduits, le plus souvent, ou au mieux, elles ont une plateforme et nos entreprises avaient au maximum un candidat cliniquement démontré au stade où nous avons créé le groupe. Et cette mono-existence de produits, couplée à l'absence de chiffre d'affaires, en fait la fragilité. Donc face à ça, ces entreprises, elles se sont regroupées parce qu'elles s'étaient confrontées quasiment au même moment, à des stades plus ou moins différents du parcours, à ce que nous avons ensemble nommé, bien ou mal, en tout cas c'était notre perception de ce à quoi nous étions confrontés en tant que responsables de ces unités, à une vallée de la mort à la française. Alors j'explique ce que nous avons voulu dire par là. Alors on a coutume de connaître dans le passé la vallée de la mort pour les startups de biotech ou pour les startups en général, c'est le moment où il faut financer sa recherche clinique. Nos entreprises, elles ont acquis ceci, elles ont passé ce premier cap, elles ont levé des fonds pour pouvoir avoir des résultats cliniques. Mais elles arrivent au moment où, avec ces résultats cliniques, maintenant, se présente devant elles, en France, une deuxième vallée de la mort, celle qui permet d'aller du résultat clinique au patient avec un modèle commercial durable, avec une situation claire et pérenne. Et cette vallée de la mort, nous l'avons appelée ainsi parce que nous avons identifié pas mal de critères qui en font la longueur, la profondeur et la grande mouvance du terrain, si je peux résumer comme ça un peu les points critiques. Alors, de manière courte, les principaux écueils pour nous de cette phase de vie des entreprises en France, et encore une fois, je dirais en France parce que nous, comme dirigeants d'entreprises de filiales France, nous sommes confrontés à la nécessité, face à nos maisons mères, de défendre l'attractivité de la France, et ce sont ces écueils-là que nous devons surmonter face à nos maisons mères. Alors, le premier, c'est celui de l'évaluation. Nos entreprises sont des entreprises dédiées aux maladies rares, qui sont, en termes de développement clinique, particulières. Ce sont des maladies où nous allons pouvoir apporter à des patients peu nombreux des solutions cliniques importantes qui résolvent, ou nous l'espérons en tout cas, une partie des problématiques. Mais en termes de développement, c'est des données difficiles d'accès, c'est moins de patients dans les essais, c'est de la difficulté à acquérir de la data à long terme, en tout cas au moment où il va falloir qu'on dépose. Donc, ça ne nous est pas propre, mais nous, en tout cas, on est confrontés à ça. Et en France, nous sommes confrontés, même si je suis très consciente qu'il y a des travaux en cours pour améliorer ça, à une grille d'évaluation des développements qui n'est pas spécialement adaptée et qui rend la chose complexe parfois pour nos maladies rares. Je dirais même souvent dans l'expérience de notre groupe. C'est-à-dire qu'obtenir des ASMR4 ou des ASMR5 pour des produits qui ont eu un statut de médicament orphelin avec des AMM qui reconnaissent leur efficacité, ça s'est trouvé à plusieurs reprises pour nous tous et c'est principalement lié à une grille, dans ma compréhension, d'analyse méthodologique. Bien sûr qu'il y a des cas plus positifs, mais néanmoins, nous, on a aussi expérimenté ces difficultés-là. Donc ça, c'est une première difficulté pour les entreprises 007. La deuxième, c'est celle que nous avons, à laquelle nous sommes confrontés quand nous allons dans la discussion prix, où nous sommes confrontés à un système d'abord de comparateurs qui ne sont pas toujours faciles à trouver dans nos maladies et qui créent une base référentielle complètement, alors je vous dirais pas, je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'est très abscon à expliquer à sa maison mère, d'abord. La lisibilité de nos négociations, quand on est à un GM France et qu'on doit expliquer à la maison mère, ce n'est pas si simple d'expliquer le choix du comparateur dans la négo. Donc il y a une difficulté du choix de comparateur. Et ensuite, il y a un système de négociation où, face à une maladie rare, où la population n'est pas clairement connue, où il y a plein d'inconnus, notre régulateur, le CEPS en face de nous, a une feuille de route
qui l'amène à nous proposer des prix très dégradés d'emblée en remise à la première boîte et des caps qui bornent au cas où il y aurait beaucoup de patients. Donc nos entreprises, elles sont incertaines sur le nombre de malades et pour autant, on leur propose un prix beaucoup plus bas qu'en Europe. On a observé que nous avions le plus gros écart entre le prix facial et le prix net par rapport à nos confrères des autres pays. Donc, au cas où on aurait beaucoup de patients d'emblée, un prix bas, et au cas où on en aurait beaucoup à la fin, un cap assez bas aussi. Donc, cette grille de négociation, elle n'est vraiment pas facile du tout, puisqu'elle fait prendre pour ces entreprises qui n'ont pas de chiffre d'affaires l'ensemble des risques à l'entreprise. Donc, ça illustre à la fois la partie évaluation et la partie prix. Et puis, il y a la durée, parce que quand on rentre dans le process, même s'il est censé être contrôlé en temps, on a tous expérimenté dans la pratique que ce corridor, cette vallée de la mort, elle pouvait être bien plus longue que ce que l'on écrit sur ces plans au départ, ce qui crée une fragilité, d'autant plus qu'on n'a pas de chiffre d'affaires. Alors, tu vas peut-être me dire, je vais faire la question moi-même, et l'accès précoce dans tout ça? On va se dire, oui, il y a des difficultés spécifiques à la France, mais il y a l'accès précoce. Et ça, je pense que dans le groupe, on est unanime pour dire l'accès précoce, les ATU et maintenant la nouvelle forme des accès compassionnels et précoces est une chance pour les patients français et c'est une belle chose à laquelle nous sommes extrêmement attachés parce que ça donne la possibilité d'avoir ce traitement alors que l'entreprise va faire tout son chemin dans ce long corridor. Donc, et pour nous, la lisibilité du nouvel accès précoce améliore notre capacité à en parler à nos maisons mères. Mais il ne faudrait pas que cet enthousiasme soit quelque part, je dirais, un mirage dans la vallée de la mort. Parce qu'au total, tant que nous avançons en ATU ou en accès précoce, nous ne savons pas où nous allons atterrir. Nous marchons sur un sable mouvant. Et comment une entreprise qui, en France, va avoir 4-5 collaborateurs maximum, peut-être une quinzaine de personnes en Europe, un siège Europe, c'est toutes petites entreprises qui ne fait pas de chiffre d'affaires, comment cette entreprise peut-elle s'engager très longtemps dans un système où elle ne sait pas où elle va arrêter, où elle va arriver à la fin? Et donc, la situation que crée l'accès précoce, ça ne fait que reporter l'enjeu final. La conséquence qui nous apparaît, c'est que ça met nos entreprises en fragilité et ça les met en difficulté à investir parce que, ou en tout cas quand elles investissent, elles prennent un risque important. Or, il y a une volonté forte de cette entreprise d'investir en recherche clinique, d'aller sur des partenariats public-privé, d'être présent aux côtés des patients et elles le sont généralement très tôt avec les associations, avec les filières de soins, sur un travail même avant de rentrer dans le corridor. Et tant qu'on ne sait pas où on va arriver, eh bien, on est limité et on est un petit peu obligé de travailler en kit, si je puis dire, en structure démontable, parce qu'on ne sait pas où on va arriver demain. Avec également le risque, qui serait intéressant d'évaluer aujourd'hui, que des gens ne rentrent pas dans le corridor, c'est-à-dire se disent qu'il y a trop de risques et que finalement, on ne va pas aller déposer un dossier d'accès précoce parce qu'on ne sait pas comment ça va se finir. Et qu'on voit que ça se finit dans un certain nombre de cas, les discussions prises par des recours, par des choses administrativement complexes, où certaines entreprises vont peut-être avoir un frein. Donc moi, je tire un constat positif des ATU, positif de l'attractivité de la France, mais les entreprises 007, elles mettent en exergue leur fragilité et la nécessité, enfin en tout cas le vif souhait du groupe, c'est celui de pouvoir travailler à trouver des solutions. Parce que si on s'est tous engagés dans ce groupe de travail, c'est un peu par, je dirais, patriotisme et enthousiasme individuel à trouver des solutions, par volonté de faire avancer. Je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de nos entreprises à un moment donné uniquement ou même du tout, parce que le délai de réflexion, c'est plus pour contribuer à un débat d'idées, c'est pour mettre sur la place cette problématique spécifique pour que les patients ne passent pas à côté de l'intérêt des recherches que portent ces entreprises émergentes. Donc voilà, dans cette maison qui se veut la French Care, j'espère que ce débat pourra nous aider à avancer, à trouver des solutions pour permettre à nos entreprises d'exister à terme. Voilà. Merci Laurence. Il y avait un point qui me semblait important, on y reviendra tout à l'heure, c'est la différence quand même avec un système comme le système allemand. Même si le système allemand change, il y a quand même des différences qui sont des différences assez importantes.
Alors oui, et d'ailleurs on le voit quand nous, en tant que responsables France, on parle avec nos pairs en Europe et les arbitrages se font. C'est sûr que l'Allemagne, ça ne pose pas question, on y va tout de suite, parce que le système est assez lisible, que le débouclage se fait à un temps court, à 1 an, on sait où on en est, et que les conditions économiques aussi sont plus favorables. Et même si, enfin voilà, rien n'est simple, et l'Allemagne est dans un système qui probablement est en train de se durcir en termes de négociation prix, est en train de revoir son process, parce qu'eux aussi ont des contraintes budgétaires. Mais je crois que voilà, l'Allemagne est un bon comparateur, parce que finalement, aujourd'hui, même si l'accès précoce donne l'accès aux malades, l'accès français ne résout pas l'incertitude pour des entreprises fragiles comme les nôtres. On comprend bien qu'une entreprise beaucoup plus grande pourra prendre un risque en France qu'elle ne pourra pas prendre quand elle est dans notre situation. Alors Muriel, pour revenir un peu sur le CSIS, en particulier les apports du CSIS, il y avait des choses qui étaient absolument somptueuses, qui ont été saluées par tous. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, les associations de malades, les chercheurs, il y avait vraiment, vous avez fait un travail qui était fabuleux parce qu'il a été open mind. Je dirais. Ça a été la construction d'un système qui était basé sur, si je peux me permettre, c'est comme ça que je l'ai, mais sur un audit, sur une analyse très, très rationnelle de la situation, sans dogmatisme, sans se dire oui, mais il faut privilégier un système de gouvernance par truc ou par bidule. On est resté dans quelque chose de très factuel et donc quelque chose qui était très opératif. Ce serait bien que tu nous dises par rapport justement à l'interrogation des entreprises 007, ce que vous aviez pensé, et puis voir un peu comment les choses ont évolué et ton point de vue sur cette évolution qui amène le président du LEM, par exemple, hier, à dire « Mais attendez, là, on ne comprend pas parce qu'on se retrouve avec… je ne voudrais pas que ce soit le sujet d'aujourd'hui, le PLFSS, hein, mais c'est quand même un sujet d'actualité, où même le président du LEM dit ça va contre les accords du CSIS, quoi. » Merci beaucoup. Donc, effectivement, on a travaillé, on était 5 personnalités qualifiées issues avec des profils très complémentaires, donc des professeurs de médecine, moi, IGAS et pharmacien de formation et des ingénieurs normaliennes. Donc, on a vraiment trouvé un consensus sur la façon de centrer notre travail sur l'intérêt du patient avant toute chose et de partir de là pour dérouler un programme qui permette d'avoir un véritable équilibre entre l'intérêt du patient et la soutenabilité de nos dépenses de santé, tout en ayant la volonté d'améliorer l'attractivité du territoire pour l'implantation et la production de médicaments en France et également sur les biotechnologies avec des focus particuliers, le développement de la santé numérique. Donc vraiment rehausser la France pour la rendre plus attractive, donc avoir plus d'emplois, avoir plus de rentrée d'argent et donc équilibrer aussi les comptes de la Sécu. Donc c'est vraiment dans cet ensemble-là qu'on s'est inscrit et on a écouté tous les acteurs et 007 OO7 a également fourni un certain nombre d'éléments très très intéressants et très questionnants sur ces questions d'équilibre entre une volonté d'entreprise de développer des médicaments extrêmement innovants mais destinés pour la plupart à des populations réduites, donc par définition avec des coûts importants et des perspectives aussi de demande de prix élevés. Et donc, c'est dans cet ensemble-là qu'il a fallu faire des propositions pour permettre à ces entreprises de se développer et d'avoir envie de venir en France, d'abord faire les recherches, donc faire bénéficier nos patients, toujours le patient avant tout, faire bénéficier nos patients des essais sur le territoire de façon à ce qu'ils soient parmi les premiers à y avoir accès et permettre aussi de développer donc cet accès d'abord précoce. Alors ça c'est le CSIS précédent, mais ça a été affiné au cours de celui-là et le prolonger par cette fameuse mesure
post-HAS, qui n'est pas la mesure allemande, désolé, mais c'est tout à fait volontaire. L'Allemagne a sa propre politique sur laquelle elle est d'ailleurs en train de revenir, comme tu l'as dit, parce que ça coûte très cher et parce que bien que ce soit un pays qui consacre beaucoup de dépenses et qui a aussi un certain confort financier, ils sont en train quand même de revoir ça, mais c'est aussi parce que pour le patient, on ne peut pas dire que on va ouvrir la prescription à tout médicament dès lors qu'il a obtenu une AMM. C'est pas, il faut d'abord savoir si ça vaut le coup, si c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus, parce que pour le patient, changer le traitement par rapport à l'existant, c'est pas neutre, c'est pas forcément un bénéfice, et donc attendre de savoir quelle est la place de ce nouveau produit dans la stratégie pour se dire est-ce qu'on peut ou pas le rembourser. Par contre, ne pas le prendre en otage une fois qu'on a dit oui, c'est bien, pendant la phase de négociation du prix. C'est là que cette mesure post-HAS est réellement centrée sur le patient et est réellement raisonnable. Il se trouve que c'est sous forme d'expérimentation que le président de la République a instauré cette mesure, et donc c'est en train de se mettre doucement en place. Ça met un peu de temps. On espère que ça va aboutir et que réellement ça s'inscrira dans cet ensemble d'accès aux innovations le plus raisonné, le plus centré sur l'intérêt du patient, mais aussi avec des dépenses raisonnables, et puis aussi le fait de mettre en place des études post-inscription pour savoir réellement, en vie réelle, comment cette innovation s'inscrit dans la stratégie thérapeutique. Et puis, voilà, tout cet ensemble-là. Mais bien sûr, il faut inciter les entreprises à venir, les inciter à développer leurs produits en France et à en donner l'accès aux patients. Et c'est sûr que il y a des signaux qui doivent être envoyés. On sait très bien qu'il n'y a pas que les filiales françaises, les maisons mères ont leur stratégie, et donc il est très important d'avoir ce dialogue permanent pour faire comprendre la façon dont la France conçoit cette politique, et je crois que ça a été réellement validé, en tout cas par le président de la République, qui a lancé le plan Innovation Santé 2030 en juin, et qui l'a doté de crédits tout à fait conséquents, 7 milliards, et puis il a inscrit dans le grand plan France 2030 qui est là avec 20 milliards d'euros. Donc on a quand même cette volonté de réellement changer la donne et de remettre la France parmi les pays les plus rayonnants dans le monde. Et c'est sûr qu'il faut aussi faire en sorte que notre système de santé puisse suivre et soutenir ses dépenses. Donc, je ne me prononce pas du tout sur le PLFSS, et ça n'est pas l'objet du jour, mais il faut garder cet esprit. Je crois que réellement, il faut répéter les choses, les réaffirmer et les réexpliquer, pour que petit à petit, ce qui va être discuté pour cette loi et pour les suivantes et pour les décrets aille réellement dans le sens de ce que nous avions proposé et qui a été adopté et validé. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'il y a un travail de résilience à faire sur les résultats du CSIS, pour rappeler quand même quels sont les grands objectifs de tout ça. Et qui sont quand même les objectifs validés par le politique, donc, et décidés par le politique. On le veuille ou non, il faut que que la main reste et la décision reste au politique, si je peux me permettre. C'est quand même la chose la plus importante dans une démocratie. Le problème, c'est qu'on a une gouvernance administrative qui fait plus penser à un clergé qu'à autre chose. Donc, je passerai la parole aux tiers états juste après. Et donc, on est dans une situation qui est une situation complexe, parce que, vous savez, les problèmes qu'a le pape avec la curie, c'est à peu près la même chose avec le ministère de la Santé et l'échelon politique. Gérard de Pourville, on va revenir aux concepteurs des choses et aux analyses de haute volée par rapport à cette notion de vallée de la mort. Je sais que tu ne la partages pas tout à fait.
Oui, parce que, en fait, non, c'est parce que pour moi, elle était ancrée dans l'idée de la peux... mortalité Ouais. pendant la période de développement, si tu veux. Voilà. Ouais. Et par ailleurs, que là, on est en train de. On voit bien que. Enfin, si on utilise le même terme, on a le sentiment qu'il pourrait s'appliquer aussi éventuellement à la situation dans d'autres pays, alors que Laurence vient de signaler qu'effectivement, c'est peut-être un problème spécifiquement français. Donc, alors, traditionnellement, moi, je t'avais dit, mais je ne veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus. Hein. Traditionnellement, on parle plutôt de haie, de hurdle en anglais. Hein, donc là, peut-être d'un mur infranchissable, ou contre lequel viennent s'écraser les petites mouches des startups innovantes, je ne sais pas. Mais voilà, c'est tout. Mais c'est une question de sémantique, d'accord? Je voulais essayer je voulais juste, je crois que Laurence a très bien posé la problématique de ces entreprises, c'est-à-dire effectivement, c'est des premières arrivées sur le marché, des entreprises qui n'ont pas, pour le moment, pas généré de chiffre d'affaires, ou très très peu, peut-être des valorisations de licence ou des choses comme ça, et pour qui effectivement l'accès à un revenu rapide, en fait, avec un niveau satisfaisant, est effectivement très important. OK, ça, c'est évidemment, on en avait déjà parlé hein, à Nîmes, c'est évidemment une problématique extrêmement importante. Ce que je voulais dire, c'est au fond, et puis il y a la problématique des maladies rares et des problèmes spécifiques que posent les maladies rares. Ce que je voulais dire dans un premier temps, c'est au fond, on pourrait, enfin, la grosse différence entre 007, pardon, 007, pardon, et les grosses, et Novartis qui a éventuellement racheté des 007, hein, c'est évidemment que Novartis ou Roche ou Sanofi, ils ont un portefeuille qui leur permet d'amortir finalement le fait qu'ils ne génèrent pas de recettes autour d'un produit nouveau. Et ça, c'est évidemment critique. Donc là, vraiment, la question centrale, en fait, je voudrais dissocier deux questions. Je voudrais dissocier une question de dire, il y a un problème immédiat, d'une certaine façon, pour ces entreprises d'avoir de la prévisibilité sur les conditions d'accès au marché, bon, positives ou négatives d'ailleurs. Hein. Après tout, on pourrait leur dire, non, votre truc, ça ne nous intéressait pas, allez voir ailleurs. Hein. Donc, il y a, la question centrale, c'est la prévisibilité. Et il y a une autre question qui est la question que Muriel a évoquée, qui est plutôt de se dire, au fond, quel est l'intérêt à long terme pour une nation, entre guillemets, d'aider, entre guillemets, ces entreprises, en tout cas, ou de favoriser leur accès au marché en France de telle façon à ce qu'elles continuent d'investir en France. Ce qui est une autre question, je trouve. Et enfin, c'est deux questions différentes. Est-ce que les questions d'accès au marché au sens de définir des conditions prévisibles, en fait, d'accès au marché, etc., pour ces entreprises, et puis je reviendrai là-dessus après, et l'aspect industriel sont liées? Oui, elles sont liées, mais pourtant, c'est des questions de politique différentes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas besoin de réfléchir à des modèles enfin, d'abord, il faudrait caractériser de façon un peu plus précise, finalement, quelles sont les retombées qu'on attend, effectivement, d'une politique industrielle encourageant l'innovation et encourageant ces entreprises à s'implanter. Qu'est-ce qu'on va en avoir comme bénéfice, en fait? Et puis, dans ces cas-là, on choisit les outils qu'il faut, incitation fiscale. Après tout, on pourrait se dire, tiens, on fait un crédit impôt recherche au 7, hein, pourquoi pas? Et puis, on n'a pas besoin, effectivement, dans ces cas-là. Enfin, et puis, on résout le problème des prix autrement. Voilà. Donc, j'ai envie qu'on essaye de réfléchir de façon liée, mais de façon un peu séparée, parce que c'est pas les mêmes problèmes. C'est pas tout à fait les mêmes problèmes. C'est pas les mêmes acteurs non plus. Hein. C'est comment ça, l'église administrative est d'un côté, et puis les grands entrepreneurs comme notre président, bien entendu, de l'autre. Évidemment, on ne peut pas tellement les comparer. Bon, donc ça, c'est une fois que j'ai dit ça, il y a une deuxième question, c'est si on se pose la question de la prévisibilité, etc. Il y a une question que moi je me suis posée, c'est si on réfléchit à ce type de modèle, est-ce qu'on peut adopter des modèles, on pourrait dire, pas discriminatoires. Quand on dit discriminatoire, c'est toujours négatif. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'on va réserver ce type de dispositif uniquement à des OO7 hein? Ou est-ce que si on met en place des dispositifs de ce type-là, normalement, tout le monde devrait en bénéficier, y compris Novartis quand ils commercialisent Zolgensma, par exemple. C'est un cas. Donc,
moi, de mon point de vue, ça me paraît difficile. Mais c'est pas. Au fond, est-ce que c'est grave qu'on ne puisse pas différencier ou est-ce que finalement, ces entreprises réclament, entre guillemets, un traitement différentiel compte tenu de leur fragilité? Tu vois, ça, c'est une première question à laquelle je ne sais pas répondre. Admettons qu'on ait résolu cette question. Après, c'est effectivement quel type de mécanisme au niveau de l'accès au marché peut-on mettre en place? L'objectif étant effectivement vraiment cette notion de prévisibilité, avec un côté positif, évidemment, mais ça peut être un côté négatif. Si tu dis, par exemple, si on dit à votre société, je voulais, vous consultez. Donc, vous consultez pour une société de 007, voilà, d'accord. Donc, je peux citer un nom de société quand même ou pas? Si je peux me permettre, c'est parce que Laurence se trouvait dans la situation d'une entreprise 007 qui s'est retrouvée dans ce que tu appelles le hurdle, c'est-à-dire le nez dans le pare-brise. Hein. D'accord. Alors, attends, je peux citer Alnilam, c'est compliqué ou Non, le droit de sauter? Non, tout à fait, il n'y a pas de problème. C'est parce que j'ai bossé avec eux, puis je les connais bien, et puis voilà, c'est tout. Donc, non, mais c'est d'autant plus important que vous avez développé avec Alnilam un modèle qui sera intéressant que tu nous expliques. Je voudrais juste dire une chose, c'est-à-dire, en fait, si on fait ça, c'est quoi un... Alors, permettez-moi de dire qu'il y a une caractéristique très importante du système de santé allemand qui leur permet de faire ce qu'ils font, c'est que la loi fondamentale en fait, de la création des systèmes d'assurance maladie en Allemagne oblige les compagnies d'assurance maladie à rembourser un produit dès qu'il a une AMM. Dès qu'il a une AMM. Ce qui leur permet d'avoir cette politique, effectivement, de ce que nous, on appelle aujourd'hui l'accès direct en France. C'est-à-dire que l'entreprise qui a une AMM peut être prise en charge par les sociétés d'assurance maladie, les Kranken, comment ils s'appellent, bon, peu importe, Kranken, je sais pas quoi, donc immédiatement au prix qu'elles veulent, donc au prix facial que leur corporate leur a dit d'afficher, par exemple. Bon, ce qui fait, et cela pendant une période de 1 an, enfin au total, le débouclage pour un prix final se fait effectivement après 1 an. Il y a une période de 9 mois de tranquillité où on encaisse les sous. Au bout de 9 mois, on recommence à négocier effectivement à partir d'une évaluation qui ressemble foutrement à l'évaluation française. Hein. C'est quasiment les mêmes critères, on peut dire. D'accord. Alors, ils n'aboutissent pas au même résultat que nous. D'ailleurs, je serais intéressé à titre informatif de voir s'il y a des grosses différences quand il y a des ASMR 5 en France. Est-ce que ça a été aussi le cas en Allemagne ou pas? Mais c'est vrai que ça offre une fenêtre d'opportunité de 9 mois. Bon, donc on vend ce modèle. Ils ont par ailleurs des accès compassionnels avant, mais ils ont des aspects compassionnels avant, mais c'est pas payé. C'est-à-dire c'est l'entreprise qui donne le médicament gratuitement. Donc je voudrais juste comparer toutes choses égales par ailleurs. Hein, c'est-à-dire qu'en France, on a l'accès précoce où le laboratoire peut fixer son prix, son indemnité. Hein, et il a néanmoins des remises à payer en fonction du chiffre d'affaires qu'il ait pendant la période de l'accès précoce. Mais en tout cas, il engrange, entre guillemets, des revenus. Donc c'est juste bien situer les cas de figure. Pardon. En partie virtuelle, d'accord, oui. Parce qu'en fait, on va être obligé d'en verser après. Bon. Mais vous avez un prix. Vous avez un prix, vous avez une indemnité, vous déclarez une indemnité que vous demandez. Oui, voilà, bon. Mais en pratique, voilà, on ne sait pas ce qu'on gagne. On ne sait pas ce qu'on gagne. Oui, c'est quand même particulier. Donc, juste, c'est quand même de système. Et je pense quand même que, malgré tout, la mise en place. Alors, ce qu'il y a, et ce que dit Laurence, c'est que pour des entreprises qui n'ont pas qui arrivent, première arrivée sur le marché, etc., ça ne donne pas beaucoup de visibilité, alors que pour, disons, Novartis ou Roche, ce n'est pas vraiment un problème. Ça ne donne pas de visibilité, et surtout le débouclage, après, quand on a l'AMM et quand on a comment ça, l'évaluation, je suis désolé, vous me direz si je suis trop loin, hein. Quand on a l'évaluation par la commission de la transparence, bah, le débouclage est long. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé aussi l'accès direct. Hein. Mais enfin, moi, j'ai vu les conditions d'accès direct. Si j'ai été une entreprise, je ne sais pas si j'irais, à vrai dire. Mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. Pour retrouver le modèle allemand. Bon, mais donc, la question, c'est toute cette période-là qui présente une incertitude beaucoup plus forte pour les entreprises que représente O7 que pour une grosse, hein, pour des questions de sécurité, etc., et pour des questions d'absence de prévisibilité. Bon. Donc, la seule, dans ces cas-là, disons que si on estime, pardon, et je reviens sur mes mesures de discriminatoires ou pas discriminatoires, mais si on estime qu'il est possible
d'agir de façon différenciée pour une population d'entreprise particulière qui présente les caractéristiques données pour des raisons qui ont été évoquées par Luxis, entre guillemets, aussi pour des raisons d'accès pour les patients, à ce moment-là, il n'y a pas 36 solutions. Il y a la nécessité de changer un peu la façon dont on gère les prix. Je pourrais parler de l'évaluation après, hein, parce que il y a aussi l'évaluation, mais j'y parlerai après. C'est-à-dire de rentrer dans un cadre où on est, disons, dans un cadre contractuel sur 1 ou 2 ans à prix fixe, on pourrait dire. Bon, voilà. Et on déboucle au bout de 2 ans en fonction de données qu'on a recueillies, etc., que d'ailleurs l'accès précoce permet de recueillir. Bon. Alors, je vais être un peu méchant pour les entreprises parce que quand même, d'accord, il y a les maladies rares, les patients sont rares, mais parfois, pour être un évaluateur indirect, économiste, moi aussi, parfois quand même, les données cliniques qui sont apportées ne sont pas vraiment très convaincantes. Bon, pour être honnête, elles ne sont pas vraiment très convaincantes. Et bon, les protocoles temporaires d'utilisation de l'accès précoce permettent d'engranger des données complémentaires, mais n'oubliez pas que ce sont des données que sur les patients français. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va augmenter beaucoup le pool of evidence des données nécessaires pour évaluer le produit. Donc, je critique un petit peu Laurence qui dit que la HAS, l'ACT, c'est vraiment des dégueulasses, ils sont l'ASMR 4 et 5 trop lourds. D'abord, ce n'est pas vrai pour les pathologies orphelines qui sont plutôt pas trop maltraitées, mais je veux dire, on ne peut pas non plus demander à la HAS de renoncer à son rôle principal et à la mission qu'elle a, qui est de dire est-ce qu'on est convaincu que ce produit apporte une amélioration significative et qu'il mérite un remboursement, en fait, hein. D'ailleurs, il y a le remboursement, c'est-à-dire il y a le SMR et puis il y a la SMR 5 qui fait qu'on ne peut pas demander un claim de prix. Donc, revoir complètement la transparence a redéfini une doctrine, mais revoir complètement le système d'évaluation simplement pour ça, moi, je ne me sens pas très à l'aise. Je ne me sens pas très à l'aise parce que d'une certaine façon, ça reviendrait à encourager ce qui se passe dans d'autres domaines thérapeutiques, pas forcément sur des pathologies rares, ou ça peut être dans des cancers ultra rares, etc., où de plus en plus, il y a quand même des produits qui arrivent éventuellement en accès précoce, ou même plutôt au niveau de l'évaluation de la transparence, avec des dossiers cliniques qui ne sont pas des dossiers standards, c'est-à-dire avec uniquement des essais de phase 2, éventuellement des essais ouverts, etc., etc. Donc, on ne peut pas accepter complètement une dégradation de la qualité de l'évaluation du point de vue de la rigueur clinique de la démonstration des résultats. On ne peut pas. Voilà. Et donc, je ne suis pas très sûr qu'on puisse jouer là-dessus. Alors, on peut jouer là-dessus, éventuellement, en faisant ce dont ne veut pas entendre parler le CEPS, des ASMR conditionnels. C'est ça, ce voilà. que j'allais évoquer. Il faut peut-être conditionnels. Bon, donc, qui permettrait au moins d'éviter la SMR 5, par exemple. Oui, parce que si on a 5, ouais, on est foutu. Ouais. on repart, quoi. Non, et qu'est-ce qu'on fait? Et pour autant, on a un accès précoce, on a une reconnaissance orphane, on a un besoin médical de patients qui sont traités parce que c'est reconnu qu'il n'y a pas autre chose, sinon on n'aurait pas eu d'accès précoce. Et on se retrouve potentiellement avec un ASMR qui ne nous permet pas de négocier un prix. Alors, peut-être faut-il trouver quelque chose d'intermédiaire qui va permettre… Voilà. Alors, alors je ne voudrais pas revenir sur le fait que… Bon, enfin, moi, je ne suis pas un évaluateur médical, mais comme une certaine expérience, je peux dire que de temps en temps, quand même, la SMR 5, c'est mérité. Je suis désolé. Hein. Bon, voilà, c'est tout. Mais attends, je voudrais finir juste là-dessus. Donc, tu peux faire du SMR conditionnel. Tu ne peux pas trop demander quand même à la transparence de changer ses modes d'évaluation à ceci près de ce que je viens de dire. Mais du coup, en fait, la vraie problématique, c'est de s'assurer que cette période de transition et de stabilité soit effectivement assortie d'une collecte de données pertinente et suffisante pour faire l'évaluation. Ce qui n'est pas une mince affaire. D'ailleurs, ce n'est pas une mince affaire pour tout le monde. Je veux dire, ce n'est pas une mince affaire pour le labo quand tu es dans de l'orphane, puis ce n'est pas une mince affaire en termes de méthodologie. Hein, de méthodologie. Donc, et c'est là où aujourd'hui on est dans un trou, et peut-être qu'on est dans un trou qu'on peut remplir en insistant sur le fait qu'on a besoin d'investir dans des méthodologies d'évaluation sur données incomplètes, avec par exemple des données comparatives avec des historiques de patients, etc., et sur lesquelles on bafouille aujourd'hui, d'ailleurs dans tous les pays. Bon, donc voilà. Alors le dernier point, c'est après, il y a une autre affaire qui est le CAP dont a parlé Laurence, c'est
le CAP, c'est la méthode la plus simple, la plus stupide, mais la plus simple de contrôler effectivement l'évolution du budget. Donc, on comprend pourquoi elle a été adoptée, hein, enfin, les méthodes qui existent ou les remises. On peut, pour des raisons évidentes, effectivement, pour des raisons évidentes de prévisibilité, finalement, d'un horizon économique, hein, pour ces entreprises, il faut qu'on arrive à sortir, et je finis, hein, il faut qu'on arrive à re-rentrer quand même dans l'idée qu'on peut trouver des contrats, hein, qui prennent des formes différentes, dont l'objectif serait, d'assurer une prévisibilité économique pour l'entreprise, mais aussi pour le payeur, parce qu'il sait où il va. Donc, on peut réfléchir à ça, et avec un débouclage, effectivement, à 5 ans, alors avec un accord confidentiel, bien entendu, avec un prix facial qui sera de toute façon discuté, quoi qu'il arrive, mais un prix net prévisible, entre guillemets, et une évolution au cours du temps. Ça fait partie des idées qu'on peut avoir. Le deuxième problème que moi j'ai dans ma tête, c'est que aucun cas n'est semblable à un autre. Je veux dire, il y a les thérapies géniques. Bon, il y a les thérapies où tu traites un paquet de patients, puis après ça, tu as tout fini, en gros. Enfin, tu as des thérapies géniques qui font la même chose. Tu as des thérapies chroniques, les thérapies effectivement de substitution d'enzymes, par exemple. C'est des thérapies chroniques. Si tu prends la maladie de Fabry, tu es traité à vie, etc., etc. Donc, c'est très difficile aujourd'hui, tu me dis quel est le bon modèle. Je dis, j'en sais rien, parce qu'en fait, il faut regarder quasiment cas par cas, en fonction de ce que tu as comme connaissance à un moment donné, au moment où le produit arrive sur le marché, de l'évolution de la maladie, son histoire, etc. Et ça, on peut pas, on est obligé de faire du sur-mesure. Voilà. Merci. Merci Gérard. Il faudra, de toute façon, on va revenir dessus dans la discussion, mais je crois que ce que tu dis là est tout à fait important, parce que l'objectif, nous, sur ce colloque, il n'est pas d'aller faire un réquisitoire, il est surtout d'aller trouver des solutions, et des solutions qui fonctionnent. Il faut sortir le moustique, comme tu disais, du pare-brise, qui risque de le percuter. En plus de ça... Je ne sais pas comment les big pharma crèvent le pare-brise, mais ils y arrivent. Oui, enfin, on n'a quand même pas un taux de réussite extraordinaire par rapport à ce qui se passait dans les années 2000. Hein. Bon, on pourrait en discuter. Et puis la deuxième chose qu'il y a, c'est qu'elles ont un portfolio qui leur permet d'accepter un certain nombre de choses que les entreprises émergentes ne peuvent pas faire. Mais on en discutera dans la excuse-moi, juste pour rigoler, si tu regardes la façon dont les produits ont eu des ASMR dans les années 2000, aujourd'hui, ça ne passerait plus, hein, ça c'est clair. Hein. Pardon, il y a eu de l'ASMR 3, il y en a eu à tire-larigot, dont on peut vraiment se poser la question de savoir. Attends, je ne vais pas prendre un exemple dans le cancer, non, je m'arrête parce que sinon, je vais rentrer dans des histoires. Bon, ça va me permettre de passer la parole à Gérard. la perception du malade à l'heure actuelle par rapport justement non, mais à cette problématique. En vous écoutant, je me rends compte qu'on a l'Église, des belles paroles. De notre côté, on a le banquier, qui lui ne rigole pas. Puis on a peut-être le bistrot. Et puis au milieu, il y a le patient. Et sur quel terrain on va jouer? Le patient, lui, aujourd'hui, il est pris entre deux jeux, notamment sur ces pathologies extrêmement graves qui nécessitent effectivement beaucoup de compassion. Et c'est normal. Le patient, lui, veut être soigné. Il entend beaucoup de choses d'un côté. Mais d'un autre côté, effectivement, on ne peut pas non plus lui donner tout et n'importe quoi. Voilà, parce que si vous êtes dans la vallée de la mort, où sont les patients? Eux, ils sont plutôt plus près de la mort que de la vallée. Donc c'est quand même un sujet compliqué. Moi, je pense que si c'était effectivement facile, on aurait certainement trouvé des solutions il y a depuis bien longtemps. Mais ce qui aujourd'hui, dans notre réflexion, et on a entendu les déclarations, que ce soit du CSIS et les résolutions du CSIS, y compris le président de la République, c'est aujourd'hui, et je pense que les associations, et particulièrement celles qui sont sur ces thématiques-là, sont elles aussi évidemment dans cette posture-là, c'est qu'il nous faut être en capacité de pouvoir nous mettre autour d'une table et pouvoir discuter. Certes, il y a un modèle économique, certes, il y a une sécurité pour le patient, certes, il y a la nécessité de démontrer que le médicament a une valeur ajoutée par rapport à une qualité de vie, etc. etc. Mais tout cela doit se faire d'une façon intelligente, c'est-à-dire que, voilà, sur quel terrain on va jouer. Et moi, me semble-t-il aujourd'hui,
ce qui manque dans ce pays, particulièrement sur ce sujet-là, c'est la confiance de la discussion qu'il peut y avoir, c'est l'échange qu'il doit y avoir entre toutes les parties. Et qu'effectivement, qu'on ne soit pas d'accord avec le réquisitoire des industriels, que l'on s'interroge aussi sur aujourd'hui la Haute Autorité de Santé, etc., c'est normal. Le monde est en pleine évolution et qu'effectivement, on doit tous évoluer vers plus de créativité, vers plus de partage, vers plus de recherche, de compréhension de l'autre. Et dans ce domaine-là, ça me paraît extrêmement important. Encore une fois, ce sont des vies qui sont en jeu. Certes, ce sont aussi des modèles économiques, mais aussi c'est des vies. Donc, me semble-t-il, ce qu'il nous faut faire, on a certainement les outils, et Gérard le dit très bien, on a quand même pas mal de choses. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Ce qui manque, pour moi, c'est ça, c'est cette volonté, à un moment donné, de rentrer dans le vif du sujet, de ne plus être dans son petit coin et de décider, alors on va pas parler PLFSS, mais voilà, de décider que c'est comme ça, voilà, et puis maintenant débrouillez-vous, et de l'autre côté de dire non, il nous faut une grande politique, etc., etc. Donc comment on arrive effectivement à mettre en place des structures qui nous permettent de pouvoir travailler ensemble, se confronter, bien entendu, parce qu'on ne sera pas toujours d'accord, avec des règles qui nous obligent tous. Et je pense qu'effectivement, sur des accès précoces et autres, eh bien, on doit avoir des règles. OK, on fixe un prix, mais on se rend compte en France que si on fixe un prix trop, après, il est impossible de le baisser. Donc, pourquoi pas ne pas fixer plutôt un prix diminué et l'augmenter si les études, on va y venir, permettent effectivement de démontrer que le médicament en qualité de vie, etc., permet et l'augmenter. Mais encore une fois, tout cela doit se faire avec l'ensemble des parties prenantes, et particulièrement les associations concernées. Sur les études, que ce soit les études cliniques, mais surtout les études de qualité de vie, parce qu'effectivement, c'est certainement le rôle essentiel aujourd'hui des associations concernées, de ces communautés de patients, même qu'elles soient dans le cadre des maladies rares, de faire ces études, de les porter d'une façon indépendante. On est dans un lieu aujourd'hui où, voilà, comment on fait du recueil de données de santé, comment on sécurise les données de santé, comment on les utilise, comment on peut faire des études. Je pense que ça, c'est une des missions essentielles aujourd'hui du milieu associatif, aujourd'hui, d'être en capacité de pouvoir apporter très rapidement la démonstration de l'efficacité de telle ou telle, ou de la non-efficacité de telle ou telle molécule, de tel médicament. Donc c'est ça qui me paraît important. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Certains, ici, Christophe est beaucoup plus calé que moi sur le tricotage de la mécanique. Mais sur la philosophie, il me paraît important que face à ce défi qui est devant nous, nous devons nous mettre autour d'une table, respectueux, chacun ayant sa propre identité et son propre travail, et pouvoir avancer. Encore une fois, c'est que comme ça que l'on arrivera à véritablement progresser dans une intelligence. Il faut entendre les difficultés des uns, les difficultés des autres, c'est normal, c'est la vie. Mais il faut qu'ensemble, on trouve des solutions. Et ces solutions-là, et tu l'as dit parfaitement, elles doivent quand même garder du sens et de la valeur, c'est soigner des personnes. C'est permettre à ces personnes-là de vivre et de mieux vivre. Ça, c'est le plus important. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut que nous mettions en place une vraie réflexion de fond, mais pas simplement au coup par coup. C'est ça aussi qui fait que ça ne marche pas en France. C'est parce que, voilà, on vous invite effectivement un vendredi après-midi à dérouler 40 articles du PLFSS parce qu'on est obligé de vous consulter. Et donc, en 1h30, on vous a déroulé 40 articles du PLFSS. Vous êtes d'accord? Bah, je ne sais pas. Enfin, on vous a consulté, donc on a fait ça, c'est très bien. Donc, après, on affichera qu'on a consulté les associations de patients et que tout allait très bien. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est en permanence qu'il faut qu'on ait effectivement cette relation-là. Parce que là, c'était
et la CNEDIM à la Haute Autorité de Santé, qui a intégré évidemment des patients experts, qui ont leur propre expertise, qui font leur boulot, effectivement, et qui siègent en permanence. Il faut trouver peut-être d'autres lieux aussi pour pouvoir continuer à avoir cet échange-là permanent. Je crois que, au-delà d'ailleurs du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-être la philosophie d'une refondation de notre système de santé, c'est comment nous pouvons nous mettre en relation permanente avec les autres acteurs pour pouvoir continuer à progresser. Non pas du coup par coup, mais dans cette vision-là. Je pense que ce n'est que comme ça qu'on arrivera à sortir. Le modèle économique, bien sûr qu'il faut que nous puissions soutenir le modèle économique, que les industriels s'y retrouvent, que la France se retrouve une certaine dynamique, effectivement. Alors la France, je veux bien, mais il ne faudrait pas non plus faire du rétrécissement. On a certainement, particulièrement sur les pathologies chroniques, peut-être une vision européenne à avoir et beaucoup plus large. Et que, voilà, quand on parle de territoire pour une pathologie rare, le territoire, c'est peut-être l'Europe, hein, d'ailleurs. Hein, et l'expertise, elle est peut-être en Europe. Les données de santé aussi. Et les études aussi. Donc, c'est cette vision-là qu'il nous faut avoir. Sinon, eh bien, on arrivera toujours à ce résultat-là qu'on ne fera que des mécontents. Et particulièrement les patients qui trouveront que dans ce pays, eh bien, voilà, on n'arrive pas à avoir telle molécule, tel médicament, parce que c'est trop cher, parce que ceci, parce que cela, parce que telle administration refuse et dans une complexité que l'on ne comprend pas et qu'on peut comprendre puisqu'on apprend les mains dans le cambouis. Et donc, forcément, ça ne peut qu'engendrer des tensions, des discussions sans fin, etc. Je crois que aujourd'hui, où on en est dans cette nécessité derrière cette crise sanitaire et sociale que nous sommes en train de traverser, il y a une nécessité certainement de retrouver du lien, de retrouver du dialogue entre toutes les parties, y compris à ce niveau extrêmement compliqué qui est le modèle économique d'une start-up, de la recherche médicale, des patients et d'une institution qui a besoin quand même aussi d'avoir un modèle économique et de respecter certains coûts pour qu'on puisse continuer à engendrer, à faire vivre ce système qui a été fondé, rappelons-le, sur la solidarité et la répartition. Puissent tes souhaits de concertation se trouver exaucés, parce que je crois que c'est ce que tout le monde demande, et qu'on arrête, c'est vrai, de sortir d'un système qui se gère par parcelle, par dérogation, par petites touches, sans avoir une vision globale du problème, et qui aboutit, c'est vrai, à des situations qui sont des situations extrêmement complexes pour tous les acteurs, et d'ailleurs extrêmement difficiles à expliquer. Il suffit de se retrouver dans cette situation-là avec si je prends l'exemple d'une entreprise, avec un chairman monde qui descend sur la France, pour lui expliquer quelque chose et qu'il arrive à comprendre la complexité du système, ça peut prendre très longtemps. Et tu crois? Alors là, je te dis objection parce que les Américains trouvent que le système français est très compliqué. Va donc expliquer comment fonctionne le système américain. Hein? Va donc expliquer comment fonctionne Amnog. Hein? Va donc expliquer comment fonctionne AIFA. Eh bien, mon pote, c'est aussi compliqué que le système français. Voilà. La problématique, c'est que si tu veux, c'est que des patrons français de start-up qui vont aux États-Unis, il y en a un peu moins que de patrons américains qui viennent en France. Eh bien, écoute, j'interviewerai volontiers des représentants italiens au 7 pour savoir s'ils n'ont pas les mêmes difficultés pour expliquer la complexité du système italien à leur corporate, avec un système décentralisé, centralisé, puis c'est les régions qui prennent les décisions, des négociations séparées. Tu vas me faire croire qu'on est simple, qu'on est compliqué, plus compliqué que les autres? Non. Je pense que si on est beaucoup plus compliqué. Le système, il est plus simple, il est centralisé. De la santé publique, tu vas voir. Par contre, le système, il est simple, il est centralisé, mais si je peux me permettre, c'est ce qui régit la négociation qui est compliqué à expliquer. Ça, par contre, c'est vraiment compliqué. Et là, on est obligé de leur expliquer. Quand même, la différence, c'est que, enfin, la différence, en tout cas, la volonté en France, c'est l'équité d'accès pour tous les patients sur tout le territoire. Et ça, ce n'est pas exactement pareil dans d'autres pays, ce qui fait que le guide n'est pas tout à fait le même. Sur les principes, on est d'accord. On va continuer notre tour de table quand même, parce que les discussions commencent à être passionnantes, mais
Marc, quand on est doyen d'une faculté de médecine, quand on est en charge de la recherche, quand on est en charge d'un cluster, pour justement aboutir à quelque chose qui soit la fourniture de données, par exemple, comme le disait Gérard, quelles sont les opportunités qu'on peut trouver ici et quels sont en même temps les freins sur ce recueil de données et sur cette mise à disposition pour les autorités, pour les entreprises et pour les patients? Tout d'abord, merci pour l'invitation à participer à cette table ronde. C'est fort intéressant, j'ai appris plein de choses sur la complexité du système. Mais déjà, à mon niveau, c'est déjà très compliqué, donc j'imagine bien qu'au-delà. Alors, pour la question des données, je vais vous faire part de mon expérience en tant que responsable d'un registre de population. C'est une structure qui enregistre des données sur des patients atteints d'un certain nombre de maladies très bien définies, dans une population bien définie. Et le challenge, c'est d'être le plus exhaustif possible. Et donc, parce que les données que nous possédons, elles n'ont de valeur que si elles prennent en charge tout le monde, bien évidemment, sans exclusive aucune, et si elles sont les plus complètes possibles. Alors, c'est un vrai travail de bénédictin qu'il faut mener tous les jours, sans se laisser impressionner par les erreurs que l'on rencontre, les difficultés d'accès aux données. Et la première des difficultés, c'est l'accès à l'ensemble des éléments d'un dossier d'un patient. Ne serait-ce même dans un seul hôpital, eh bien, vous avez 6 ou 7 logiciels différents qui régissent les entrées, le dossier patient, la biologie, la radiologie, la génétique, parce qu'elle a un fichier à part, les urgences, qu'il y en a un autre. Enfin bon. Donc ça c'est l'étape numéro 1. La deuxième étape, c'est de récupérer les bonnes données et de savoir les coder comme il faut. Alors ça, c'est un vrai métier parce qu'il faut connaître la pathologie sans être forcément un médecin, mais il faut pouvoir transformer une donnée médicale en quelque chose de standard. Donc c'est compliqué et le challenge, là, c'est de trouver des gens qui soient formés pour ce type de métier. Et le troisième élément, c'est la difficulté administrative pour gérer ce type de structure parce que les règles qui s'accumulent nous mettent des barrières de façon récurrente et toujours plus haut. Alors, j'entends bien qu'il faut protéger les données et loin de moi l'idée de ne pas les protéger, hein, ce n'est pas l'objet, mais par exemple, pour avoir des données de vie réelle exhaustives, il n'est pas question de dire que Madame Dupont ne veut pas que ces données soient dans la base. Sinon, ça n'est plus exhaustif. Donc, aujourd'hui, la loi permet à un patient de décrocher son téléphone et de dire, voilà, vous avez enregistré mes données, je vous ai donné mon accord, mais je change d'avis, veuillez bien les enlever. À partir de là, c'est un peu problématique, sachant que ce sont des données anonymisées à la fin et que tout est codé et qu'avant de remonter à un patient, il faut quand même se lever tôt. Mais ça fait partie des droits du patient et qu'il faut intégrer. Et voilà, moi je ne reviens pas dessus, sauf que c'est un peu antinomique entre la notion de données et de qualité. Mais bon. Voilà, sinon, à part ça, les données, une fois qu'elles sont dans des bien travaillées et bien construites, on peut les utiliser et on peut en faire beaucoup de choses. Une fois qu'on a les accords ad hoc, la CNIL et autres, c'est un peu, le processus est un peu long, mais ça se fait sans problème. Sans problème. Et quelle est la qualité des relations justement entre les entreprises et l'université pour travailler sur ces registres, pour améliorer le recueil des données et tout ça? La qualité des relations est très bonne, elle est strictement individuelle. Ça dépend des besoins d'une entreprise X et de la structure qui possède les données et qui les travaille. En général, on ne donne jamais les données aux entreprises. On fait les analyses sur nos données avec un cahier des charges que l'on a discuté avec l'entreprise et on fournit à l'entreprise les résultats des analyses. Voilà. Mais les données ne sont pas en accès libre, bien entendu. Mais en général, ça se passe relativement bien. Tout à fait. Non, ça ne pose pas de problème. Il suffit d'avoir l'accord de la CNIL qui le donne assez facilement une fois qu'on a une structure labellisée avec toutes les autorisations et les structures de protection normales. C'est assez simple. C'est assez simple. On est dans une bascule du monde où, à l'heure actuelle, les professionnels de santé de demain vont faire un travail qui sera totalement différent de celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas que la télémédecine, il n'y a pas que la téléconsultation. Il va y avoir de plus en plus, si on écoute Gérard, le médecin généraliste qui devra donner ses données sur une analyse populationnelle. Enfin,
c'est un exemple comme un autre, mais à mon avis, c'est important quand on travaille au niveau des territoires, on s'en aperçoit. Est-ce que là c'est la question pour le doyen, est-ce que la formation des jeunes professionnels de santé, je ne dis pas simplement que les médecins, pharmaciens, les infirmières diplômées d'État, les kinés, vraiment tous ceux qui travaillent au niveau de la santé, est-ce que d'abord ils sont sensibilisés et formés à tout ça, ou est-ce que ça reste quelque chose qui est encore un peu dans le métavers Le gros mot est lâché. D'ailleurs, le truc un peu flou. Alors, non, très clairement, dans la formation, dans les études de santé aujourd'hui, il n'y a pas de formation spécifique. Alors, on y travaille, on essaie d'inclure des morceaux de formation qui permettent d'appréhender la santé numérique, mais c'est un gros challenge. Parce qu'en fait, la réforme des études médicales fait que l'on réduit de plus en plus l'apprentissage des connaissances pour faire la place aux compétences, ce qui est très bien, mais ce qui diminue le temps d'apprentissage que l'on octroie aux étudiants. Et en plus, on y intègre des tas de données qu'on n'intégrait pas avant, de santé publique, de savoir-être, de beaucoup d'autres choses, de médecine environnementale, enfin bon, beaucoup d'éléments fort intéressants, mais qui, là aussi, prennent du temps. Alors, ce qu'on a décidé de monter, nous, à Dijon, parce qu'on s'est rendu compte de cette carence il y a quelques années, c'est d'essayer de monter une filière de formation complète en numérique et intelligence artificielle dédiée à la santé, qui se fasse en parallèle des études du cursus normal, que ce soit médecine, pharmacie ou les autres métiers de santé, avec des passages potentiels. C'est-à-dire qu'on crée des UE optionnelles qui sont ouvertes aux étudiants à toutes les étapes de leur niveau, de leur cursus, et ils peuvent s'inscrire dans ces UE optionnels pour faire une sorte de double cursus, s'ils le souhaitent, qui soit spécifiquement dédié aux techniques numériques et l'intelligence artificielle. Ça fait partie d'un des projets que l'on va déposer dans le cadre de l'appel d'offres numérique en santé, là, dans le PIA 4, parce que ça nous paraît essentiel que les professionnels de santé sachent maîtriser, alors pas avoir une maîtrise technique excellente, mais au moins maîtriser le numérique dans leur pratique de tous les jours. Et puis, en échange, on ouvre la formation en santé à des étudiants du numérique pour qu'ils aient autre chose que de vagues notions de santé publique. Parce que très souvent, quand il y a de l'apprentissage de santé, entre guillemets, dans d'autres filières, c'est le système de santé, la santé publique, les vaccinations, enfin voilà, des grandes choses comme ça. Mais en fait, aucun ne sait ce que c'est qu'un infarctus, ne sait pas ce que c'est qu'une histologie, ne sait pas ce que c'est qu'un cariotype, etc. Donc, en fait, on va leur apporter des connaissances médicales. Ils ne vont pas en faire des médecins ou des infirmières ou des pharmaciens, mais des connaissances de grands phénomènes physiologiques, physiopathologiques, les grands mécanismes thérapeutiques qu'on utilise, qu'est-ce que c'est qu'un anticorps monoclonal, qu'est-ce que c'est qu'un anticancéreux, qu'est-ce que c'est que… Voilà. Pour qu'on ait des professionnels du numérique qui sachent de quoi ils parlent quand ils nous rejoignent et quand ils rejoignent nos équipes. Ça, c'est particulièrement intéressant. Stanislas Yonnet, vous êtes le directeur à l'Institut Imagine. Laurence parlait tout à l'heure des partenariats publics-privés. Comment un IHU peut arriver à développer cette politique? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à l'heure actuelle, qui est intégré dans les cursus, dans les trajectoires des entreprises? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est compliqué? Et comment la France se positionne par rapport à ces partenariats en particulier? Merci beaucoup d'abord de l'invitation de 007. Ça me fait drôle de dire ça. mais c'est pas vous voyez, ça marche. Ça marche très bien, ça marche très bien. En le disant, on se remet en question en le disant. Et par contre, pas merci de la question parce que j'ai pas une réponse toute faite. Et Imagine, qui est un institut hospitalier universitaire, vous l'avez compris, n'est qu'un des acteurs multiples de ce qui a été évoqué jusqu'à présent. C'est votre perception qui… Mais la perception de cet acteur peut vous être intéressante parce qu'il a été fondé sur le principe du partenariat public-privé. On en parle beaucoup, mais là, vraiment, il y en a une réalisation. C'est une fondation qui date très, très simple, 2007. C'est la vision de Claude Grisselli, qui est un immense immunologiste pédiatre, ancien président de l'INSERM, mais qui avait dit qu'il était temps, c'était très thématique, c'était pensé vers les années 2000, de rassembler les forces d'un campus comme Necker Enfants Malades par le plus grand dénominateur commun, qui s'avère être la génétique et les maladies génétiques, donc les maladies rares. Donc, ce n'est pas tout à fait atypique dans
la discussion d'aujourd'hui. 2007, la création d'une fondation de coopération scientifique. Et c'est un outil très intéressant parce que c'est justement un outil qui est un outil de droit privé qui permet d'associer les partenaires publics en majesté. Ce sont les partenaires classiques, les CHU pour nous, l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'université pour nous, Université Paris-Cité, l'INSERM, un EPST d'obédience nationale. Mais attention, pas seul. C'est-à-dire qu'il y a des fondateurs privés, la FM Téléthon, la Fondation des hôpitaux, la ville de Paris, le département de Paris n'est pas privé, mais n'est pas non plus une institution de recherche, est fondatrice, et puis des personnalités qualifiées qui sont là au fond pour faire avancer ce qui pourrait ressembler, pas très correct, mais pourrait ressembler au conseil d'administration d'une entreprise. Et au fond, le directeur que je suis, ce n'est pas un directeur du MR classique ou un directeur d'une institution classique. Ce n'est pas une arrogance, mais c'est de dire, moi, je suis sur un siège où je présente une stratégie. Elle est votée ou non par le conseil. Pour l'instant, ils ont eu la gentillesse de le voter. Elle est évaluée 1 an ou 2 ans plus tard par ce même conseil. Et si ça ne marche pas, on change de directeur. Et cette mentalité-là, pour nous, je ne sais pas si M. Le Doyen partage ça, mais c'est assez nouveau de dire c'est pas les côtés sièges éjectables, c'est le côté défi d'un conseil d'administration qui doit avoir l'affectio societatis, vouloir le bien de l'entreprise au sens non pas commercial, mais au sens noble de l'aventure qui se déroule là, et d'avoir la sévérité de l'évaluation pour ce qui s'y passe. Et de le faire bien. Donc ça soulève déjà une question qui est, pour vous répondre, c'est un objet atypique là-dedans. Le deuxième élément atypique, c'est 2011, c'est les investissements d'avenir. Et vous voyez qu'on déroule un peu la recherche sur projet, la recherche public-privé, la recherche sur investissement d'avenir. Tout ça se déroule aussi sur l'idée de la loi d'autonomie des universités. Donc, vous voyez que le paysage change entre la loi Goulard 2005 et ce que je suis en train de vous décrire. 2011, les instituts hospitalo-universitaires, donc détourner, si je puis dire, déporter un peu des investissements d'avenir, 2% je crois, sur des objets qui sont voulus par la nation pour accélérer de manière, et là c'est très important, de manière thématique. Ce n'est pas un remplacement des CHU, serait un non-sens. C'est une accélération de ce que les CHU associés à des EPST, j'ai parlé de l'INSERM, mais ça peut être le CNRS, le CEA, l'INRIA et les universités, ne peuvent pas forcément agilement et rapidement faire chacun pour eux ou ensemble, du fait de leur structure et de leur poids spécifique, de leur masse critique. Là, peut-être qu'il y a une spin-off qui peut le faire. Les spin-offs, c'est les IHU. 6 ont été créés, il y en a 7 aujourd'hui. Ils sont réunis dans une alliance IHU. Pour l'instant, 6 dans l'alliance et pas 7, pour imaginer les raisons, mais ça va changer. Et cette alliance, comment ? Oui. On espère tous. Ah bon, on leur a demandé, parce que je veux pas de secret, on leur a demandé, et la réponse, avec votre accent que je ne saurais pas imiter, ça a été « je ne chasse pas en meute ». Alors, on a bien compris, et aujourd'hui, je crois qu'on en est plutôt content, mais ça va changer, c'est un IHU formidable, il y a des scientifiques absolument épatants, il y a un sujet absolument majeur. Et quand vous regardez, je ne voulais pas vous en parler, mais cette couronne, ce périmètre des IHU que la France a, vous avez les neurosciences à l'ICM, le métabolisme et le cardiovasculaire métabolique à ICANN, la vision, donc quelque chose de sensoriel à Forsyth, la chirurgie assistée par ordinateur à Strasbourg, le cardiovasculaire de nouveau avec l'appareillage cardiaque, le trouble du rythme à Bordeaux, et imaginez avec les maladies génétiques et les maladies infectieuses émergentes. Il manque des grands pans de santé, hein. Vous me l'accorderez, la santé mentale, le cancer, bien entendu. Mais c'est quand même, il commence à se dessiner, je ne dirais pas des joyaux, ce serait absolument prétentieux, mais des objets qui peuvent être mandatés par la force publique, missionnés comme des territoires d'expérience, comme des terrains d'expérimentation, des tiers-lieux, ça fait à la mode, et de dire, dans ce domaine-là, cet IHU ou ces quelques IHU ou sur les données, je vais vous en parler, l'ensemble des IHU peuvent être missionnés pour expérimenter, tester. Ça ne marche pas, c'est pour notre pomme. Ça marche, c'est diffusable à l'ensemble. Donc voilà un petit peu le principe historique. Encore une fois, l'idée de forte, c'est public-privé, mais c'est aussi le caractère thématique. On n'a pas inventé grand-chose depuis Racine, hein, l'unité d'action,
le même thème, nous on ne s'aventure pas à faire du cardiovasculaire, ça n'a aucun sens, et ce serait un échec. L'unité de lieu, science, médecine au même endroit, et l'unité de temps, l'agilité de ce que nous donne le droit privé pour aller de l'avant, voir les industriels, les recevoir, s'ouvrir à ce monde-là et être jugé là-dessus. C'est la dernière unité, c'est l'évaluation. Vous en avez parlé pour les aspects de médicaments, elle doit être, on l'appelle de nos voeux, pour que cette évaluation, à la fois sur le fonctionnement, les résultats et la gouvernance aussi, ça a été fragile à un ou deux endroits, il ne faut pas du tout le nier, puisse être très strictement, très rigoureusement évaluée de manière indépendante, si possible internationale. Et voilà pour une longue réponse à une très forte question. Je ne réponds pas complètement. Le deuxième réflexion que je voulais faire, parce qu'elle est un peu dans ce sens, et vous l'avez évoqué tous finalement, c'est la question des données. Elles sont particulièrement délicates pour ce qui nous concerne dans les maladies génétiques, c'est-à-dire dans un territoire pédiatrique, 80% des maladies rares, parce que c'est justement des données qui sont censées être, je dis censées, je vais vous donner quelques cas d'usage du fait que c'est pas toujours si exceptionnel que ça, et elles sont au défi aussi de la qualité des données. C'est un truc dont on parle pas souvent, les data, j'ai 100 000, moi, c'est au poker, j'ai 200 000, c'est mieux, j'ai 300 000, non, ce qu'il nous faut, c'est la profondeur, l'excellence. Et là, l'excellence, elle est donnée par le terreau médical français et sa qualité, j'assume, il est vraiment bon, vraiment. Le terreau scientifique français, et là aussi, il est vraiment excellent. On a des scientifiques triés sur le volet qui vraiment sont pour payer pas grand-chose à faire un boulot absolument admirable. Et donc, ces données-là sont profondes, elles sont de qualité. C'est des générations d'internes, de chefs de clinique, d'agrégés, de scientifiques, de CR, de DR, du CNRS, de l'INSERM, qui ont passé leur temps à créer, à être exigeants sur le recueil. Et l'idée d'Imagine, c'est de les agréger, de les mettre ensemble. Une des réponses, ce n'est pas la réponse absolue, mais une des réponses, c'est un entrepôt de données intelligent qu'on a appelé Dr Warehouse. Vous voyez le jeu de mots. Et aujourd'hui, c'est 820 000 enfants et familles, 8 millions de données. Et là, on peut commencer à vous parler à 007 ou à d'autres, parce que à travers le filtre Carnot, Institut Carnot ou pas, en disant on peut aller chercher dedans. Petit cas d'usage, Guillaume Cano, je le prends parce qu'il n'est pas Imagine. Il est à Necker, c'est un brillant néphrologue, mais il n'est pas Imagine, il a l'autre institut à l'Institut Necker. Bon, c'est vraiment le voisin de palier et l'ami de palier. Guillaume Cano a une inspiration géniale. Ça arrive vraiment peut-être une fois dans une carrière et parfois pas du tout. C'est mon cas. Il dit, tiens, je vais pouvoir traiter ce syndrome-là, ça s'appelle le syndrome de Clove, c'est une rareté absolue, on pense qu'il y en a 2 en France. Il reçoit un patient de Bordeaux, un jeune homme de 27 ans, en train de mourir d'une insuffisance cardiaque, rénale, avec une scoliose épouvantable. Je vous passe le paysage. Et par réflexion sur la mutation activatrice du gène en mosaïque qui donne cette horreur, dit, mais on pourrait tester des médicaments abandonnés du cancer. Je vous passe l'histoire, il faut un jour qu'il vous la raconte. Et il va chez Novartis où il trouve un BYL 719 bis et il dit peut-être que cet inhibiteur des kinases, voilà, compassion, alors c'est même pas, il n'y a même pas accès précoce là. Il y a coup de fil à la HAS en disant je vous montre la photo, il est en train de mourir, est-ce qu'on peut demander à Novartis? La dame dit ok, d'accord, j'ai compris, oui. C'est vraiment ça, il faut vraiment qu'il vous raconte ça un jour. Invitez-le au prochain Mita. Et ça marche. Le type le rappelle une semaine après, le type il a 27 ans, il est ingénieur aéronautique, en disant docteur, je pisse des litres. Il se vidait de ses œdèmes, etc. 6 mois plus tard, ça marche. Il a fait la souris après, ne le répétez pas, il a fait le préclinique après le clinique, et il a appuyé sur Dr Warehouse. Il y avait au campus Necker, c'est-à-dire à PHP, tout ce que je vous ai décrit, il n'y en avait pas un, il y en avait 17 patients. Donc ce qui est si rare et si exceptionnel, mais peut-être pas si rare, exceptionnel. J'en parle devant le doyen de Dijon, parce qu'il y a aussi un groupe prestigieux de Dijon qui travaille là-dessus, qui s'est mis dans l'affaire. Et voilà qu'aujourd'hui, le coup qui est parti en 2018 c'est la MM américaine, c'est la FDA, est à la FDA. Donc ça y est, ça a été décrété il y a quelques mois. Donc c'est quand même assez brillant comme repositionnement. Et ça part d'un scientifique et d'un médecin vraiment inspiré, chapeau au Guillaume, mais ça part aussi d'un entrepôt de données qui peu à peu s'est construit sans
non supervisée, si je puis dire, et qui est une extraction textuelle tout bête. Vous avez du PDF, ça marche. Vous avez une base de données, ça marche. Vous avez un Word, ça marche. Vous avez un résultat génétique. Bon, on extrait le mot qui devient, paraît-il, un concept et ça vous décrit la vie des patients et ça peut vous trouver des patients similaires, c'est le cas. Donc, le mot sur les données, c'est attention à la qualité. L'exigence d'un registre n'est pas là parce que là, c'est vraiment complètement ouvert. Donc, c'est au fond, on s'affranchit un peu de l'exigence d'un registre pour faire quelque chose qui a l'air circonstanciel, etc., mais qui peut apporter des réponses parfois très brillantes. Alors, j'ai envie de poser la question à Marc, qui est non seulement doyen, mais également le président de Santé Nov. On travaille facilement avec un IHU, on travaille facilement avec des entreprises. Est-ce qu'il y a une quadrangulaire qui peut se jouer avec les associations de malades, les entreprises émergentes de 007, le cluster Santé Nov et puis l'IHU Imagine? Oui, je pense que oui, on peut travailler assez facilement avec tous les acteurs du terrain. Il suffit d'y mettre de la bonne volonté. C'est toujours la même chose. C'est une question de relations humaines et après, ça se passe globalement assez bien. Alors, Santé Nov, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est un technopôle santé qui a été créé dans l'écosystème dijonnais pour mettre en relation les universitaires qui sont censés produire de la connaissance et les industries de santé du territoire. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap terrible entre ces deux mondes, un mur de verre qui faisait que ni les uns ni les autres ne savaient ce qui se passait chez les voisins. Et donc, il nous a paru essentiel de faire en sorte de les confronter et de leur apprendre à les faire se rencontrer et qu'ils échangent entre eux. Donc, on a monté ce Technopôle, qui est une association de loi 1901 et qui est fondée par 6 partenaires, enfin 5, le CHU, le Centre anticancéreux, la ville, la métropole de Dijon, l'université et en particulier l'UFR des sciences de santé, et puis les entreprises du médicament de toute la Bourgogne. Donc on est là au croisement de la force politique, du corps médical, des universitaires et des entreprises. Et tous ensemble, on travaille pour animer les échanges entre les différents acteurs du territoire dans ce cadre-là et promouvoir le passage. Si j'ai bien compris votre description de la vallée de la mort, en fait, vous travaillez sur la seconde, mais il y en a une première. Alors nous, si j'ai bien saisi tout le processus, c'est sur la première qu'on travaille parce qu'en fait, souvent, nos jeunes chercheurs ont une idée. Quelquefois, ils vont jusqu'à la start-up. Puis après, il faut passer à quelque chose d'autre. Il faut continuer à progresser, il faut trouver des investisseurs, voilà. Et c'est ce gap qui est difficile à passer et que Santé Nov a pour objet d'animer, de les aider à trouver les bons interlocuteurs, les bons investisseurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, pour essayer de franchir les caps et de pouvoir avancer vers la seconde vallée de la mort, si tant est qu'ils passent la première. Voilà, donc dans ce cadre-là, je trouve que les relations avec les industriels et avec les institutionnels sont assez simples. Puisque nous sommes tous animés du même objectif, du même désir. Voilà, tout se passe dans le bon sens. Il y a quelque chose qui est quand même très, très, très particulier. On travaille beaucoup chez NIL sur la territorialité et la territorialisation du système. Il y a une facilité à travailler dans les territoires et il y a un rapprochement concret et pratique des acteurs qui amène quelquefois à des montages. On voit ça entre des partenaires de la médecine de ville, des industriels, des CARSAT, des payeurs ou des fédérations hospitalières, qui se fait, on va dire, avec un cadre réglementaire extrêmement léger. Les ARS sont dedans et sont généralement des acteurs qui sont des acteurs promoteurs, même sur le terrain. Chose qu'on ne retrouve pas à Paris, du fait peut-être on va dire, du caractère institutionnel qu'il y a à Paris, qui fait qu'on parle par masse et par représentation d'acteurs et non pas des projets concrets. Et je crois que les entreprises 007, ce dont elles ont besoin, c'est de pouvoir toucher du doigt des projets concrets et de mettre en place ces discussions et ces dialogues. On a de l'emploi derrière, on a de la recherche. Une entreprise 007, ça peut avoir investi 250 millions d'euros dans la recherche
avant de passer à la vallée de la mort. Donc elle part déjà avec 250 millions d'euros qui sont dus en particulier aux 3 premiers plans maladies rares et à la richesse de la France en termes de filières, en termes de terrains fertiles associatifs, de mobilisation, et Laurence pourra nous en parler tout à l'heure, Laurence Thienot-Herman, la présidente de la FM Téléthon. Mais il y a une fertilité de la France. La question qu'on peut se poser, c'est que pourquoi tout ça, c'est si difficile pour beaucoup d'acteurs, et pourquoi derrière, ça se solde souvent par, pour reprendre l'image de Gérard, le moustique va terminer dans le pare-brise. Voilà. Gérard, tu voulais intervenir. le tiers état. Non, si les données de santé sont effectivement un outil pour traverser la vallée de la mort d'une façon plus rapide, on le voit bien, c'est aujourd'hui une évidence, hein, pour pouvoir faire de la recherche et pour pouvoir effectivement permettre cette traversée beaucoup plus rapide. On a aussi, on a pas mal d'entrepôts aujourd'hui, l'ensemble des hôpitaux et des instituts de recherche ont mis en place pas mal d'entrepôts. Il y a aussi le Hub Data Hub, qui aujourd'hui est en capacité, effectivement aujourd'hui, avec une direction citoyenne qui met à disposition les données de santé pour les associations qui veulent bien aussi travailler dans ce sens-là, et y compris les industriels. Donc on voit bien que l'on est en train de mettre en place dans ce pays tout un ensemble, effectivement d'abord, de recueil pour que les données soient de qualité, de mettre en place aussi une certaine sécurité évidemment des entrepôts de données de santé, ça ce sera toujours une surveillance pour nous, et de permettre effectivement de pouvoir avancer dans ce domaine-là. Et c'est vrai que la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on a d'une façon disparate à peu près tout, et pourquoi ça ne fonctionne pas mieux? Pourquoi ça n'avance pas plus vite? Pourquoi il n'y a pas plus de liaison? Pourquoi il n'y a pas plus d'élan à véritablement mettre tout le monde à travailler dans ce sens-là? Quelques dogmes évidemment qu'il faut bien dépasser, mais je pense que c'est dans cela aujourd'hui qu'il nous faut travailler pour effectivement valoriser tout ce que certains mettent en place avec acharnement sur les territoires, y compris au niveau national, et qu'on arrive évidemment à une grande pulsion pour pouvoir y arriver. Moi, je veux être dans l'optimisme raisonné. Je trouve que ce serait dommage que l'on continue à rester sur des dogmes ou des querelles de chapelle et de clocher, et de faire du cloche-merde, alors qu'on a devant nous des gens qui travaillent, y compris dans ce pays, qui travaillent d'une façon remarquable sur le recueil des données, sur la volonté de faire de la recherche et tout, et qu'on n'arrive véritablement pas à embrayer et aller plus vite. Voilà, ben, peut-être que nous aussi, le milieu associatif doit peut-être être aussi cet élément favorable et favorisant l'accélération. Vous avez toujours été un aiguillon. Pareil. Et un aiguillon positif, puisque on a pu déclencher, vous avez pu déclencher beaucoup de choses en ce qui concerne justement les modifications du système de santé. Je voudrais passer la parole à la salle. Qui a des questions? Et vous levez le doigt. Vous dites en quelle qualité vous voulez parler. Vous vous présentez. André, vous remuez le stylo. Je sais que c'est un signe, ça s'appelle un signe d'appel, ça. Quelqu'un peut donner un micro à... Ah bah. Marche? Ouais. Bon, on va se lever quand même. Non, bon, enfin juste sur l'affaire du titre, il n'y a pas de point d'interrogation à la fin. Alors, je ne sais pas si c'était une question ou une affirmation au départ. Et peut-être que le deuxième mot, Vallée de la mort, ça serait plutôt le parcours. Parce qu'en fait, semble-t-il, c'est un parcours qui est rempli de herses sur tout le parcours et qui ont été mises à dessein là-dessus. Moi, je voudrais juste dire une chose au professeur de Pourville, là-dessus. Quand on regarde la santé d'un pays, on commence par regarder son espérance de vie et son espérance de vie en bonne santé. Or, un grand nombre des innovations qui sont apportées aujourd'hui sont des innovations qui permettent d'améliorer ce système-là. Donc,
on peut considérer qu'au départ, le système, l'innovation qui va arriver, c'est une innovation qui doit permettre, je ne me suis pas présenté, hein, André Tanti, moi je suis retraité, j'ai un peu travaillé dans la fonction publique dans ma jeunesse. Voilà, parce que maintenant je suis vieux et on n'en parle plus. Voilà, donc, non, mais ça c'est, enfin bref. Donc on a cet objectif, donc ces innovations qui arrivent sont intéressantes. Deuxième observation que je ferai, c'est que ce que nous ont dit Monsieur Lyonnais, Monsieur Ménadier, est particulièrement important, et lisez aujourd'hui toutes les tribunes que font dans les journaux les médecins sont destinées à expliquer que maintenant on leur demande tellement d'administratifs qu'ils n'ont plus le temps de soigner, et ils ne se rendent pas compte que quand on remplit des registres, c'est quelque chose de capital là-dessus. Mais je pense qu'il n'y a personne qui leur apporte la contradiction. Quand j'avais certaines fonctions, la plupart des produits qui entraient sur le marché étaient des produits qui faisaient, en théorie et au départ, et qui devaient faire des économies au système de santé. Or, malheureusement, on est incapable de réaliser ces économies aujourd'hui dans le système de santé. Alors, on m'a dit que M. Braun est arrivé avec plein d'intentions et qu'il a découvert qu'en fait, la machine, elle n'était pas pilotable. Et on a oui, mais vous soufflez. Moi, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi? Prise en charge. Mais quel est oui. Non, mais oui. Mais non, mais oui, mais oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais en réalité, on a ce qui coûte très cher. Tout le monde le sait. C'est à partir du moment où les gens sont à l'hôpital. Or, on a aujourd'hui toute une série de thérapies qui évitent que les personnes aillent à l'hôpital, et on n'a pas toujours les réductions à ce niveau-là par rapport à ce que ça devrait être. Moi, je vous donne juste deux exemples. Je vous donne deux exemples là-dessus qui sont relativement simples. Je vais prendre deux exemples. Tout ce qui, alors, c'est vrai qu'on change l'amélioration des produits, etc., est grande. Aujourd'hui, en orthopédie, on change une hanche, on change un genou, quasiment, dans beaucoup de cas, en ambulatoire. Il y a 20 ans, les gens restaient à l'hôpital 10 jours, 15 jours, voire 3 semaines. Donc, en fait, on ne retrouve pas ces économies là-dessus. Deuxième type d'économie. Oui. Ça fait partie des discussions et des litiges autour, effectivement, de la crise Covid et de la suffisante capacité hospitalière. Bon, monsieur, si vous voulez, on peut en discuter à la pause, mais je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Je crois que ce n'est pas fondamentalement l'objet de la table ronde. Non, mais ce n'est pas la table ronde. Mais je voulais juste en venir, Olivier. Oui, mais je peux m'arrêter. Parce que ça m'intéresse d'avoir. Non, mais je peux m'arrêter. Non, pas du tout, au contraire. C'est qu'en revanche, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'État ne met pas, pour moi, suffisamment de moyens dans les analyses qui sont faites, et on arrive aujourd'hui à des blocages et à des systèmes qui sont totalement bloqués. J'ai géré, pour ma part, quelque chose qui faisait de l'ordre de 9 milliards d'euros à 4 personnes. Quelle est l'entreprise qui gère 9 milliards à 4 personnes? Et l'État ne met pas dans ces secteurs-là les moyens qui seraient nécessaires aujourd'hui, d'où les blocages que l'on a, parce qu'on n'a ni le temps de discuter, ni le temps d'analyser, ni le temps de faire. Qu'est-ce qui... Je reviens sur les données parce que vous avez ressoulevé la question.
il y a un truc qui est RGPD, CNIL, CPP, très bien, formidable. Mais il y a un truc qui est plus inéthique que les données maltraitées, c'est les données non utilisées. Et ça, je crois qu'il faut commencer à dire que si nos collègues qui remplissent des Orbis, c'est les trucs de la paix, mais c'est partout pareil, sont épuisés de cela, ils le sont aussi parce qu'ils ne voient pas grand-chose sortir de cela. Et ça, je crois que vraiment, s'il y avait une incitation à ce que les données soient utilisées, ça ne veut pas dire mal utilisées, mais soient vraiment mises à contribution pour notamment résoudre des questions qui vous opposent sur le médico-économique en disant, ben voilà, les données nous disent cela, elles sont de qualité, elles sont vraiment garanties France, et elles nous disent cela. C'est la première petite remarque. La deuxième, c'est, j'ai dit tout à l'heure un peu à la va-vite, Institut Carnot, mais les surfaces des Instituts Carnot, et il y en a, je crois, 8 ensuite, ou 9 ou 10 en santé, devraient offrir à OO7 et à toute autre association d'entreprises pharmaceutiques des interfaces extrêmement performantes pour vous faire connaître ce que nous avons en recherche, en développement précoce. Alors, c'est même pas la petite première vallée, c'est avant la vallée, c'est vraiment juste avant la vallée, de dire qu'est-ce que vous avez dans vos soutes en recherche, en développement clinique précoce, en bonnes idées, pour que ce soit des surfaces de dialogue avec les partenaires industriels. Parce que c'est ça la mécanique Carnot, elle est vraiment, je trouve, très vertueuse. Elle a été accentuée par la loi pluriannuelle de recherche et on vient d'avoir l'abondement d'Imagine pour 2021, donc versable en 2023, etc. Et on est tout petit, c'est 950 000 €. Ça veut dire que nous, tout petits, avec des partenaires industriels qui sont modestes, et je ne le dis pas vraiment par ironie, on est arrivé à avoir un levier d'action qui va faire quoi? Qui va enrichir notre business office, comme on dit, c'est-à-dire montrer des business développeurs qui vont aller dans l'Institut, chercher de nouvelles idées dans les laboratoires et les centres de référence maladie rare. Donc c'est pour vous dire, cette mécanique Carnot doit être, à mon avis, au premier rang de la quête par les industriels, jeunes ou plus capés, de nouvelles idées thérapeutiques. Laurence, par rapport à ça, comment on travaille quand on est une entreprise 007 avec Marc, avec Stanislas avec les associations de patients, c'est généralement assez facile. Oui, je pense que c'est un ensemble, un continuum. Moi, sur l'ensemble des dossiers où j'ai eu une expérience personnelle, le travail a commencé très tôt et avec les associations et avec les filières de soins. Et dans le cadre des filières de sciences, donc avec les professionnels de santé impliqués, très souvent d'ailleurs impliqués dans la recherche clinique très tôt et dans le soin. Donc, je pense que c'est fondamental et c'est une richesse du système et c'est une richesse auquel les entreprises innovantes ont contribué et peuvent apporter et dont elles peuvent recevoir beaucoup. Donc, c'est l'essence même d'un partenariat et ça me paraît clé. Donc, moi, je suis que positif sur ce sujet, mais peut-être que mes camarades ont d'autres éléments. Ensuite, ce que je voulais te dire également, c'est qu'il y a peut-être des difficultés, mais il y a une opportunité aussi, c'est celle d'utiliser la donnée. Donc, je suis d'accord avec l'idée de la donnée qui n'est pas utilisée et l'accès qui est, semble-t-il, en train de s'ouvrir, mais qui n'est quand même pas si simple, vers les bases de données BAMARA, BNDR, SNDS, c'est important parce que c'est des ressources clés qui sont très utiles pour mieux connaître les maladies, pour mieux soigner les patients et pour nous, mieux aussi étayer nos dossiers. Donc ça, c'est vraiment très important qu'on ait des partenariats là-dessus et des délais de mise en œuvre raisonnables pour pouvoir vraiment utiliser ces données. J'aimerais passer juste la parole, Gérard, avant que tu répondes, à Antoine Ferry. Est-ce que je crois que tu as des expériences de partenariat public-privé qui sont tout à fait intéressantes. Merci de m'avoir imposé la parole, mais je la prends avec plaisir. Oui, on a quelques partenariats, Stanislas le sait, voilà, avec l'assistance publique, avec Imagine, avec beaucoup de SAT. Et honnêtement, ça se passe bien. Je pense que c'est aussi une question de culture d'entreprise à l'origine. On est très académique chez nous, enfin, d'origine très académique, et je pense que ça facilite énormément le dialogue. Alors après, il y a quand même, dans le système multicouche français, millefeuille qu'on adore, il y a quelques feuilles qu'on pourrait retirer. Entre nous,
j'ai le souvenir d'avoir négocié avec Stanislas un contrat en l'espace de, je crois, 6 semaines. Donc c'est un exploit. Merci Stanislas, merci Imagine, merci à toute l'équipe. Et à côté de ça, un autre contrat, on a mis 3 ans et demi pour le signer. Pourquoi? Parce qu'on avait des porte-forts de 7 entités académiques, universitaires, etc. Et que, voilà, alors il y en a qui refusent même DocuSign aujourd'hui, ce qui est quand même assez remarquable. On est quand même en 2022, bientôt 2023. Je pense que chacun a quand même un ordinateur avec un DocuSign possible. Mais bon, ça, c'est pour la petite anecdote. Mais en tout cas, honnêtement, ça se passe bien. Le seul petit point que je souhaiterais mettre en exergue, c'est que c'est pas reconnu. C'est-à-dire que les partenariats publics-privés ne sont pas reconnus lors de la fin de la vallée de la mort quand on arrive au CEPS ou quand on arrive, pas avec la commission de transparence parce que ce n'est pas son job, quand on arrive au CEPS et qu'on a les partenariats publics-privés qui rémunèrent déjà, honnêtement pour certains, largement des structures académiques, je trouverais normal qu'on en tienne compte lors des négociations de prix. Voilà. Donc ça, et contrairement à d'autres pays, la France ne reconnaît pas ça. Et d'ailleurs, je me permets, pour contrecarrer un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur les négociations avec l'AIFA, l'AMNOG, etc. Je suis président d'une petite boîte, j'ai négocié, j'ai beaucoup de miles sur ma carte, j'ai négocié le prix dans 28 pays. Je peux vous dire qu'il y a 27 pays qui sont à peu près normaux et un qui n'est pas normal. Voilà. Et je peux vous dire, en effet, c'est vrai qu'une fois qu'on a passé l'AIFA, il faut négocier en Sicile, qui est beaucoup plus compliqué que pour négocier avec Milan. C'est normal, c'est pas le même niveau de PIB au niveau de ces deux régions. Mais sincèrement, je veux dire, j'ai négocié un prix en Espagne en l'espace de 6 semaines. Donc, faut pas non plus. Et je sors d'une négociation de prix de 4 ans avec le CEPS. Donc, moi, je veux bien qu'on dise qu'ailleurs, l'herbe n'est pas plus verte. Moi, je peux vous attester qu'en tout cas, dans mon cas, et je n'en ferai pas une généralité, l'herbe, elle est vraiment plus verte qu'ailleurs, en France. Merci Antoine. Est-ce qu'on a une... Les données. Vas-y, Vous voulez évoquer, parce que je pense que sur le cas des maladies rares et des maladies orphelines, une des problématiques qu'on a, c'est qu'on a souvent des essais sans comparateur, et la seule référence possible, souvent, c'est des données d'histoire de la maladie, en fait. Et là, je pense qu'effectivement, l'investissement de données avec la base de données maladies rares, etc., va être vachement utile, sauf que la base de données maladies rares, elle n'aura pas d'historique. Hein. Bon. Mais je crois que là, s'il y a un accent à mettre, on remplit les patients aussi, ils sont remplis. Ouais. Ben, ça dépend des maladies, ça va dire. Bon, mais à terme, oui, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y a aujourd'hui effectivement un vrai enjeu sur les pathologies rares à pouvoir avoir ces données, parce que au moins pour un contexte particulier, la France, et si ça se développe en Europe aussi, on a des éléments de reconstruire, enfin des pseudos, et c'est contrôlé, avec un comparateur qui est un comparateur historique. Donc c'est un enjeu très très fort. Oui, mais ça, du coup, c'est peut-être parce qu'on n'a pas d'historique qu'il faut le faire tout de suite. Je suis d'accord, mais on l'a pas sous la main. Il faut véritablement commencer à croiser l'ensemble des entrepôts de données de santé spécifiques pour pouvoir les utiliser. Et votre cas était vachement intéressant. Alors, un patient à Marseille, un patient à Bordeaux, un patient à Paris, si on ne peut pas croiser les données, ben on n'arrivera pas. Et y compris en Europe, notamment sur les maladies rares. Donc c'est en cela que c'est important. Il faut que tous les logiciels soient interopérables, que les bases de données et les entrepôts de données soient aussi interopérables et qu'on ait véritablement une volonté de travailler ensemble, sécuriser, bien entendu, etc., gagner la confiance. Mais ça me paraît aujourd'hui une évidence si nous voulons sortir de ce marasme et de toutes ces discussions que nous pouvons avoir. Oui, merci Olivier. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'on a deux extrêmes. Une situation qui a été présentée par M. Lyonnais où on arrive facilement à avoir une évaluation avec un accès à une thérapie pour des malades, et puis de l'autre côté, un accès beaucoup plus, peut-être une évaluation beaucoup plus difficile, compliquée pour les entreprises. Alors peut-être que
solution se trouve entre les deux. Ce serait intéressant d'explorer cette table ronde ou pendant la pause, cet entre-deux pour voir quelles pistes de solutions on pourrait construire entre le circuit dédié aux hospitalo-universitaires et le circuit dédié aux entreprises. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, pour bien cerner le problème, est-ce qu'on a affaire à une problématique organisationnelle? Est-ce que c'est un souci de modèle économique? Est-ce qu'il y a un problème de politique? Pourquoi on n'y arrive pas et pourquoi on progresse si lentement? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre, mais il est certain qu'on a complexifié les exigences de qualité, sans doute, enfin, forcément pour de très bonnes raisons. Dans le monde, certes, mais en France, on est particulièrement pointilleux sur la construction de niveaux de preuve de haut niveau. Et donc, on s'est un peu enfermé dans des règles qu'on a définies il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, le niveau est tel que ce qu'on demande à l'industriel n'est pas forcément scrupuleusement respecté dans un hôpital où on peut quand même un petit peu, comme vous l'avez dit, hein, c'est vrai que bah voilà, le patient il est en train de mourir, ben, on lui donne, et puis alors que l'industriel, pour que cette donnée rentre dans son dossier, il est hors de question que le patient vienne avant le préclinique. Donc, on a petit à petit, on s'est enfermé dans ce système-là où on a mis l'évidence-based medicine comme étant l'absolue nécessité, et on voit aujourd'hui que, surtout dans le domaine des maladies rares, on doit absolument dépasser ça, et c'est ce qu'on a dit dans le CSIS, hein, on a dit il faut diversifier les sources de preuves de haut niveau quand même, hein, avec bien sûr on fait du comparatif quand c'est possible, bien sûr on fait de l'aveugle, et on essaie d'avoir les mêmes exigences de qualité, mais tout en étant beaucoup plus pragmatique. C'est les essais pragmatiques, les essais adaptatifs qu'on a poussés, mais aussi aller plus vers la vie réelle dans les faits, c'est-à-dire dans l'ambulatoire. Aujourd'hui, on n'est qu'à l'hôpital, dans un système complètement fermé de patients strictement sélectionnés, répondant à des critères extrêmement stricts. C'est pas ça la vraie vie, et c'est pas comme ça que, enfin, pour moi, c'est pas un vrai niveau de preuve. Il faut que maintenant on dépasse ça et qu'on change le cadre dans lequel on admet qu'on montre l'utilité d'un produit. Et ça, c'est évolutif. C'est pas avant l'autorisation, on a fait tout un ensemble. C'est extrêmement bien cadré, bien propre, bien rigoureux. Et puis une fois que c'est dans le marché, ben après moi, le déluge, oui, on a dit il faut faire des études post-AMM, on n'a jamais dit comment, et on n'a jamais dit où, et on n'a jamais dit qui, et donc, quel est le niveau de preuve, et quel est le dynamisme de cette évaluation. Et ça, c'est encore à construire, même si on en parle depuis 10-15 ans. On l'a toujours pas fait, et donc c'est ça ce qu'on a ouvert et qui a été suivi, hein, puisque la Haute Autorité de Santé est censée travailler à des méthodologies pour mettre en place ces nouveaux types d'essais et changer le paradigme de l'évidence-based medicine uniquement basé sur du randomisé double aveugle pré-AMM. De notre système de santé est quand même ponctué de crises sanitaires, quoi. Et effectivement, on pourrait qualifier notre système qui est fondé plutôt sur la méfiance des acteurs les uns par rapport aux autres. Voilà, il ne faut pas parler aux industriels, c'est pas bien, c'est pas des gens bien. Les associations de patients financées par les industriels, c'est pas terrible, etc., etc., etc. Donc je pense que c'est ça qui fait que effectivement ça marche pas.
c'est parce qu'il y a une défiance entre les uns par rapport aux autres, les acteurs. Et certainement justifiée. Hein. On va pas revenir sur les grandes crises sanitaires il y a une dizaine d'années pour la dernière. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui est venu le temps d'essayer de faire tomber ces cloisons, tout en restant évidemment vigilant et respectueux des uns et des autres. Il n'est pas question évidemment de faire tout et n'importe quoi, mais de rechercher des solutions qui permettent effectivement à l'ensemble des acteurs. Et je trouve que, évidemment, ça ne va pas vous surprendre, je trouve que les associations, les usagers de la santé ont beaucoup progressé dans cet apprentissage du professionnalisme et de cette volonté, non pas simplement d'être des représentants, mais des participants, et de prendre leur propre responsabilité dans la co-construction, effectivement, de l'ensemble de ce système. Et donc, je pense qu'aujourd'hui est venu le temps de faciliter les relations entre les uns et les autres, les industriels, les institutions, les entrepreneurs de la santé, les associations de patients, toujours évidemment avec une certaine transparence. Mais je pense on essaie de fonctionner d'une façon nouvelle sur des structures qui sont relativement âgées. Et donc, il y a peut-être une dichotomie entre ce que nous souhaitons aujourd'hui de relations et des structures qui sont encore en train de freiner parfois. On a des dogmes, ne nous le cachons pas, y compris sur le recueil des données santé, les entrepreneurs de la santé. On a quelques dogmes quand même qui nous paraissent parfois totalement dépassés. Il y a pas une réponse, mais il serait dommage de ne pas mettre à contribution ce qui s'est passé pendant 2 ans, où on a vu exactement tout ce que vous dites se faire, c'est-à-dire des industries de santé qui se sont mobilisées de manière absolument inimaginable, des académiques qui ont fait des essais cliniques brillants, conformes, dans une rapidité incroyable. Et donc, je sais, moi, j'ai rien d'un énarque, etc., mais je me demande s'il n'y a pas quand même 2-3 personnes qui pourraient regarder ce qui s'est passé, juste ce qui s'est passé de bien, et aussi du moins bien, mais ce qui s'est passé de bien, on le sait tous, et pour dire pourquoi là, ça s'est passé en parfois 3 semaines, 1 mois, 2 mois, alors qu'en d'habitude, Antoine le dit, c'est en 3 ans. Qu'est-ce qui a bougé? Je ne demande pas que ce soit toujours en 3 semaines, mais ce n'est pas impossible. Ça a été montré, y compris en France, avec une excellente recherche clinique et des résultats. Donc, juste de regarder ça et de dire peut-être qu'on pourrait s'en inspirer pour un peu assouplir ce qui a été raide auparavant et ce qui redevient raide. C'est le petit dessin. Vous savez, on voit l'infirmière qui arrive à la banque et qui s'approche d'un guichet et la banquière lui dit « Pardon, on ne prend pas les applaudissements ». C'est exactement ça. C'était essayer de penser à toute une France qui a applaudi tous les soirs au balcon pendant 2 ans et qui tout d'un coup se retrouve à la case départ. Ce n'est pas acceptable que ce soit la case départ. Il devrait y avoir des penseurs qui réfléchissent à ça. Mais j'espère qu'ils le réfléchissent. Je crois que vous avez raison et je pense que ça va être le mot de la fin de cette table ronde parce qu'il faut qu'on ait la possibilité de tous discuter ensemble sur des tas de projets, des tas de choses. C'est ça aussi qui est important, c'est le networking. C'est ce dialogue en commun qui a été possible, mais avec une fenêtre de tir à l'heure actuelle qui se referme. Et je peux vous dire que pour travailler avec un certain nombre d'administrations centrales, pour obtenir des rendez-vous, pour discuter de problèmes de santé publique et tout ça à l'heure actuelle, c'est une vraie galère. Et je suis connu pour avoir un franc-parler, donc je me permets de le dire. Et puis, je vais vous donner un symptôme, parce que je reste médecin. On a envoyé cette invitation à venir à ce colloque, comme d'habitude, à nos 7500 contacts dans la mailing list, et pas des moindres. Réponse de l'administration, 0. Réponse personne participant de l'administration, 0. C'est tout. Ça veut dire que ce dialogue est un dialogue qui regarde, je dirais, de l'extérieur. Mais on n'est pas encore dans une société, on va dire, un peu inclusive, qui considère que les administrations centrales sont des acteurs de santé, qu'elles participent également aux côtés des autres acteurs comme les patients, les professionnels, les entrepreneurs et les autres à la construction d'un monde de demain. Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de dogmes, encore une fois, à changer. Voilà, on a à peu près 20 minutes de pause, si ça vous convient. Vraiment merci à tous. Marc, je sais que vous allez nous quitter.
pour le bien des étudiants en médecine de demain. Donc, merci encore. Merci.